J'ai choisi de parler un peu d'art, mais un petit peu au-delà. Alors, on va voir de quoi ça parle exactement. Autour de l'IA, l'IA c'est très très à la mode, c'est trop, on en entend trop parler. En même temps, c'est peut-être un truc où il y a encore des choses à dire sur la création artistique. Moi, je vais en parler d'un point de vue plutôt descriptif, pas pour rentrer trop dans les détails créatifs que vous connaissez mieux que moi, mais pour vous faire sentir ce que moi je ressens en fait de cette transformation dans une relation entre des objets techniques d'un type particulier, des algorithmes, des données aussi, et des créateurs. Alors je ne vais pas limiter la présentation simplement aux créateurs artistiques, mais aussi essayer de l'étendre peut-être à d'autres formes de création qui vous sont peut-être un tout petit peu moins familières, les créations strictement techniques, l'inventeur et le scientifique. Et ce que j'aimerais vous dire tout de suite, c'est la conclusion, je commence par là, vous pouvez partir, c'est qu'en fait, il y a une sorte de fusion, peut-être, de conjonction de ces modes de création qui ne sont plus aussi, quelque part, faciles à distinguer les uns des autres. Il y a des fusions, des parallèles, des passerelles qui s'établissent entre ces différents types ces catégories de la connaissance, mais de l'exercice aussi de la créativité. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui ressort aussi d'une pratique de l'algorithme, bizarrement. L'algorithme devient une sorte de proxy, d'intermédiaire à partir duquel on peut penser la créativité dans un format contrôlé, une sorte de modèle joué. On dit ça, les scientifiques aiment bien dire ça. C'est des petits univers qu'on fabrique nous-mêmes et puis qu'on comprend ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quoi de neuf à l'intersection de l'IA et de la création, pas simplement de l'artiste, c'est le mot que j'avais dit au début, en fait, de l'artiste et de l'IA, ou de l'art et de l'IA. Je vais essayer aussi d'étendre ça un peu dans une seconde partie à d'autres formes de créativité qui m'intéressent par ailleurs. Donc on m'a demandé aussi de me présenter brièvement, je ne sais pas si c'est la tradition dans ces cours, donc je vais le faire. Et surtout, je sais qu'on est un tout petit groupe, on est presque en famille, j'ai presque envie de dire, là, parce qu'il y a aussi des membres, des collègues d'un institut auquel on appartient, l'IHEST. Et si vous voulez le faire aussi de manière interactive, moi j'en suis ravi, d'accord? Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je dis des bêtises, faut intervenir, en fait ça ne fait qu'enrichir le débat, et puis c'est une forme de conversation beaucoup plus intéressante que simplement le monologue dans lequel je suis déjà parti. Ok ? Donc Yann, je me suis permis de lancer la machine pour pas qu'on traîne trop, mais il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un petit mini intro et j'allais justement parler de moi. Donc ça va vous avez 1h30 où je parle de moi là. Non, juste une présentation un peu peut-être à l'image aussi de ce séminaire aujourd'hui, parce qu'il est mon parcours est un tout petit peu hybride, comme cette hybridation entre technique, algorithme, données, art et sciences. J'ai aussi un petit peu ce parcours tordu, je vais dire, ramifié, parce que j'ai commencé d'abord en faisant plutôt de la peinture et de la gravure. Donc mes premiers amours sont plutôt autour de ça. Donc j'ai une presse à la maison, une presse à eau forte que j'ai construite, un gros truc de 250 kg. Donc il ne faut pas se le faire tomber sur le pied. Et en apprenant les techniques traditionnelles, donc de l'eau forte, vraiment traditionnelle, la gravure. Le noir me fascinait à une époque. Et la gravure, l'eau forte est un moyen justement d'explorer ces textures en fait, à travers le travail sur le métal. Vous savez, vous travaillez sur du cuivre, fait de la gravure, c'est des techniques très anciennes, mais qui en même temps, à mon avis, ont une richesse expressive que n'ont pas forcément d'autres formes graphiques. Donc ça reste mon premier amour, reste mon amour d'aujourd'hui encore, je suis très fidèle. Mais à côté de ça, j'ai pratiqué les mathématiques, donc j'ai fait plutôt des sciences, et j'ai fait une thèse en physique théorique. Donc j'ai exploré plutôt, je travaillais sur la cosmologie, les débuts de l'univers, donc quelque chose qui n'a rien à voir, vous voyez, avec l'art. Mais finalement, il y a plein de passerelles dans la manière de penser les objets. Au fond, quand on fait des mathématiques, on représente des abstractions, très souvent sous forme de diagrammes, d'objets assez organiques, assez spatialisés, et qu'on manipule, enfin en tout cas que moi je manipulais plutôt sous cette forme que sous forme symbolique. Et par les détours de la vie, je me suis retrouvé en responsabilité autour de l'intelligence artificielle pendant plusieurs années dans des institutions internationales qui traitaient aussi de droit, et du coup j'ai refait des études de droit. Donc voilà, le droit ça me fascinait pas du tout, au départ je peux vous dire, je m'imaginais absolument pas faire du droit dans ma vie. Et pourtant c'est un sujet qui m'a intéressé, parce qu'il est justement l'expression peut-être d'un rapport entre différents acteurs de la société. C'est un lieu où s'établissent des compromis, des conflits parfois, où doivent se négocier des litiges. Donc c'est un espace très vivant et qui est l'expression aussi finalement d'un débat autour de l'art et de la technologie.
Et dans cet univers, le droit qui parle de la création, c'est le droit de la propriété intellectuelle, qui est un mot assez mal choisi. J'aime pas trop le terme de propriété intellectuelle, il est réducteur. C'est plutôt en fait le droit de la création qu'on devrait appeler cette partie du droit. Et donc j'ai refait une seconde thèse en droit autour de l'IA et donc voilà, et la création. Donc voilà, donc ce dont on va parler aujourd'hui, on va pas parler de cosmologie, à moins que ça vous intéresse, ça reste un sujet passionnant, mais plutôt de cet univers hybride dans lequel se rejoignent plutôt donc les algorithmes aujourd'hui et la créativité. Voilà, et donc je travaille à Strasbourg dans plusieurs laboratoires, donc ceux qui sont inscrits là sur la slide, sur la diapo. Pour commencer, pour lancer la machine, j'aimerais juste vous positionner, enfin je vais faire une explication de l'intelligence artificielle vraiment très comportementaliste, les behavioristes, les Anglais disent ça. C'est parce que c'est comment ça marche. Une définition, c'est la première, celle de John McCarthy qui l'a inventé, enfin qui a défini le terme en 1955, reste aujourd'hui d'actualité. On peut faire très compliqué, les juristes adorent rajouter des mots complexes qu'on ne comprend pas. En vérité, c'est toujours ça qui tient. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ce que pourrait faire un humain et ce qui manifesterait, si on le voyait faire, une forme d'intelligence. Cette définition très très simple, en fait, est reprise aujourd'hui dans les textes de loi. Il y a un règlement en projet, un règlement européen, EU Act, qui est en train de se construire, et dans lequel on décline un petit peu la même idée. Donc vous voyez une sorte de jeu d'imitation. Vous avez peut-être vu ce film avec Alan Turing, sur la vie d'Alan Turing, c'est un mathématicien anglais brillant, qui a notamment travaillé sur les prémices de l'intelligence artificielle, et qui a pensé, alors un test, on ne l'appelait pas à l'époque le test de Turing, bien sûr, il était quand même un petit peu plus modeste que ça, mais un test de Turing, le test de Turing, c'est un test qui permet d'envisager si cette machine, cet objet qu'on essaie de tester, pourrait être considéré comme intelligent ou pas. L'intelligence, par ailleurs, on n'a pas de définition très précise, vous êtes d'accord, émotionnelle, rationnelle, sociale, enfin tout ça, on peut mettre plein de choses derrière, qualificatives derrière ce terme. Donc l'intelligence artificielle, c'est un mot très ouvert, un concept qu'on a du mal à définir encore aujourd'hui, mais qui peut se poser comme de la sorte. Alors en pratique, c'est des théories, c'est des techniques. Aujourd'hui, c'est surtout autour de la perception, l'audition, la vision, les sens tactiles, les robots qui viennent toucher, par exemple, et exister dans le monde en relation avec des humains. Des prises de décision aussi plus ou moins automatisées. C'est ça qui nous intéresse de manière très, très pragmatique, des objets qui décident pour nous, qui nous aident à décider. Mais puis aussi des objets et des outils qui nous aident à fabriquer de nouveaux objets. Donc des sortes de machines à créer dans ce cas-là, et dans lesquelles on reste, nous, humains, quand même largement en contrôle, au moins on commande des fonctionnalités de ces outils. Le terme compréhension, je l'ai mis un peu en grisé, parce qu'à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire que comprendre? Même pour nous, on ne sait pas bien le définir. Donc, on a des sortes d'involutions d'actions sur elles-mêmes, successives, de termes qu'on maîtrise mal. On ne maîtrise pas le terme intelligence, on lui accole un terme artificiel, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et maintenant, on va parler de la compréhension de cette intelligence artificielle. Là, vraiment, c'est pas simplement l'indécision au carré, mais au cube. Donc là, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais donc, puisque ces machines peuvent fabriquer, on va voir ce que ça veut dire, de nouveaux objets, le domaine de l'art, qui bien sûr est toujours en fait très tôt, sait se saisir de la technique, l'a fait, en étendant ses attributs humains de la créativité, donc au régime de la création. Et vous avez peut-être vu passer des objets comme si, je vais vous donner plein d'exemples autour de la créativité et des productions de ces outils. Hein. Je les qualifie essentiellement d'outils parce que je ne crois pas qu'on puisse parler d'autonomie de ces objets. C'est un objet un petit peu plus, un concept plus philosophique qu'on essaiera peut-être de discuter ensemble. Et il y a quelques années, donc dans les 4-5 ans les 4-5 dernières années, on a vu se produire une pléthore de créations de la machine. Alors c'est très souvent des choses qu'on survend par emphase, par excès d'enthousiasme, on essaie aussi de vous vendre par souci de commercial presque, il y a un effet marketing aussi derrière ces objets. Ici par exemple le prochain Rembrandt, Next Rembrandt en anglais, c'est une fabrication en fait conjointe de Microsoft et d'une banque hollandaise, et je peux vous dire que derrière cet objet, bien qu'on nous l'ait vendu comme le produit d'une IA autonome, il y a extrêmement peu en réalité d'intelligence artificielle. Il y a énormément de travail manuel, naturel, humain. Et pourtant, on nous le vend comme ça. Le second, enfin celui qui est à gauche ici, Edmond de Bellamy, c'est des Français, c'est un collectif de créateurs du nom de Obvious, qui veut dire évident, qu'il a produit. Et là, là peut-être qu'on peut se poser la question, il y a plus de machinerie algorithmique, mais encore on le verra ensemble tout à l'heure, l'humain est loin d'être absent.
Alors ça se décline dans les formes graphiques, dans les formes bien sûr musicales. Ces deux exemples, François Pachet et Benoît Carré, ici de gauche, ont repris des morceaux des Beatles pour produire un nouveau morceau. On l'écoutera peut-être tout à l'heure, parce que je crois que j'ai l'audio, si l'audio passe ici dans la salle. Donc voilà, avec Flow Machines, maintenant François Pachet qui est mathématicien, enfin informaticien, mais aussi jazzman, enfin guitariste de jazz. Il travaille pour Spotify maintenant, il est responsable du laboratoire de recherche et de l'IA chez Spotify. Donc voilà, plusieurs créations. Et en même temps, on s'étonne de les voir, alors même que cette histoire de la relation entre algorithme et créativité extrêmement longue. Si j'en trouve la trace la plus ancienne, à mon avis, on pourrait peut-être aller plus loin, mais c'est celle que j'ai trouvée de plus ancienne. Eh bien, on en trouve par exemple des ramifications autour de certains jeux qu'on jouait à une certaine époque, vous voyez, au XVIIIe siècle, un jeu comportant des sections musicales dans lequel, donc voilà, on peut, comment dire, avec un jeu de dés, parcourir ces numéros et produire une sonorité nouvelle, que peut-être personne d'autre n'a réussi à créer, mais qui effectivement résulte d'une sorte de recette algorithmique avec un jeu qui mélange donc du hasard et des règles. Alors même, si vous voulez, il y a des gens qui se sont amusés à reprendre, alors là, Mozart, c'est Mozart qui a été un des initiateurs de ce jeu, et puis on a fait, alors vous voyez, c'est des versions qui datent pour nous, hein, vous voyez à quel point ça fait déjà ancien tout ça, c'est dans l'histoire de l'informatique, ça sonne déjà vieux, et donc là on a des petits jeux qui permettent de fabriquer de la musique. Je ne sais pas si on peut l'entendre d'ailleurs, je vais voir si je peux le jouer ici, si vous entendez quelque chose on va voir. Il faut que je sois connecté, donc c'est pas possible. Donc ok, tant pis. Donc la musique est très élémentaire, donc c'est pas grave, on verra, on fera, j'ai des enregistrements ici, de toute façon. Pour vous dire que donc Mozart l'avait imaginé, l'informatique des années 80 l'a fait. Cette histoire de la relation entre algorithme et art, elle n'est pas simplement anecdotique avec l'histoire de Mozart et des jeux de dés, elle est aussi, je dirais, très présente dès le début de l'ordinateur. L'ordinateur, vous savez, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui le fabrique. Il est pensé bien avant, il y a John Babbage au XVIIIe siècle qui l'imagine, mais sans le réaliser, sans l'actualiser. Donc les premières machines véritablement à calculer, on les produit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais dès lors qu'on a ces machines à disposition, les artistes s'en emparent pour justement explorer cette relation entre stochasticité, c'est une autre forme pour dire aléatoire, hasard, et production de formes en général. Donc ces formes-là, Frédéric Knack, qui est né en 1938, fabrique dès les années 60, dès la fin des années 50, déjà des structures, des formes géométriques où se mélangent le hasard et le chaos et la forme, le chaos et l'ordre, on va dire. Donc on est un petit peu là, c'est trouvant. D'ailleurs l'émergence des formes, c'est souvent à l'interface entre cette notion d'ordre et de chaos. Donc on explore cette idée, en fait, l'art algorithmique, c'est essentiellement ça, c'est la production le mélange de cette fonction aléatoire, le random, là c'est une fonction d'informatique, disons que j'ai écrit sous ce format-là, et de règles qui vient se manifester à travers, vous avez un petit exemple d'un code informatique qui vient permettre de faire exactement cette chose-là que vous avez sur la gauche. Donc là, s'il s'agit on place au hasard des points dans une grille et on vient définir des régions, des petits carrés comme ça qui arrivent à produire cette chose, et chaque fois qu'on lance la machine, une nouvelle forme émerge. Alors pour nous, déjà ça semble très banal, ce genre de choses, finalement on est coutumier de voir se produire des objets nouveaux qui, chacun, produisent une nouvelle instance jamais vue auparavant. Mais dans les années 50 et 60, c'est peut-être une petite révolution, parce que là, quelque part, on est en train d'automatiser certains processus cognitifs d'actualisation d'une idée. L'idée, c'est celle de mélanger cette règle et ce hasard dans une forme de production automatique. Alors la question qui se passe, si évidemment on connaît ça depuis belle lurette, je vais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on s'émeut aujourd'hui quand on passe de là à là, de la gauche à la droite, pas simplement politiquement, mais aussi à travers cet objet, effectivement, qui, vous voyez déjà, dans ces deux formes de création, est-ce que c'est simplement le réalisme de la seconde, celle qui est la plus proche de nous, qui nous émeut? En fait, c'est ça. Et on peut se poser la question parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de ça
qui aujourd'hui nous touche, c'est le caractère réaliste de l'œuvre. Alors vous savez, enfin, le droit de la propriété intellectuelle le dit, hein, il y a une absence de mérite, il y a un principe qu'on dit le principe d'unité de l'art, sur lequel je reviendrai à la toute fin de cette intervention, qui nous dit que justement, finalement, une œuvre de Le Bleu d'Yves Klein vaut le Noir de Malevich ou le Blanc de Kandinsky, ou une œuvre de Vermeer ou de Da Vinci, ou ici de Rembrandt, ou un faux Rembrandt, puisque finalement celui-ci est fabriqué. Donc, on est en train peut-être de revenir à faire un saut en arrière. Pourquoi? Parce que les gens qui s'émeuvent ne sont pas forcément des gens comme vous, qui ont une culture artistique, mais simplement ils voient quelque chose où là, la machine aurait les capacités, finalement, d'assumer une capacité technique. Pas forcément une capacité créative, une capacité technique. Et elle est davantage, je dirais, comme un promontoire de notre émotion qui surgit quand on voit le nouveau Rembrandt. Donc il y a une idée qui se fabrique derrière ça, celle d'une sorte de machine capable, au sens d'un artisan très doué, de faire des choses que nous tout un chacun, c'est-à-dire vous et moi, ne serions pas capables de faire. On ne serait pas capable de peindre comme Rembrandt. Et pourtant la machine est capable de le faire. Peut-être qu'on serait capable de faire la chose sur la gauche, si on nous disait la règle et on nous donnait le jeu de dés comme le faisait au XVIIIe siècle et avant d'autres penseurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui quand même fondamentalement et pourquoi tout le monde parle d'IA comme on en parle abondamment? C'est quand même, il y a eu un changement, comme on dit, de paradigme, de référentiel entre un modèle où l'IA existait plan-plan dans les années 80 avec ce qu'on appelait des systèmes experts, où on venait poser des questions à des gens en leur demandant comment vous faites. Et on essayait de codifier en fait cette expérience humaine sous forme de règles. Dès lors qu'on était capable d'énoncer la manière dont on résolvait un problème et qu'on était capable donc de le transcrire en une série de codes, de règles, on arrivait à fabriquer ces machines qu'on appelait des systèmes experts. Ça marchait très bien pour les banques, pour un certain type d'assurance, pour la détection de certains types de pathologies, de maladies aussi, dès lors qu'on reprenait finalement la règle que le médecin, le clerc dans une banque ou l'assureur appliquait. Mais ça ne marchait que dans ce régime-là, pas du tout quand il s'agissait par exemple de faire des machines qui marchent. Parce que si je vous dis à tout un chacun comment on marche, vous ne savez pas parce que personne ne sait. On ne sait pas ce qui se passe dans notre tête quand on marche, ou quand on se saisit d'un objet, ou quand on parle. En fait, il y a des processus cognitifs qui nous échappent. Donc tous ces processus-là, qui ont peut-être un intérêt pour nous, manifestement, quand il s'agit notamment de création, il faut savoir se saisir d'un objet, peut-être d'un intermédiaire, d'un pinceau, d'un clavier, ou simplement de produire des sons. Comment faire? Eh bien, ces systèmes d'experts n'en sont pas capables. Alors on a réussi, bon an mal an, à imaginer d'autres protocoles qui sont davantage inspirés finalement de la manière dont nous les humains apprenons. Et là, en fait, c'est une autre machine à apprendre, enfin une machine statistique pour le coup, qui se saisit d'exemples cette fois pour produire d'autres formes de règles sous la forme d'objets qui sont essentiellement des chiffres, des paramètres, des modèles d'inférence. Alors ces modèles d'inférence, finalement, sont le pendant des règles qu'on arrivait à énoncer manuellement auparavant, mais dans ce cas-là, elles sont produites par un intermédiaire technique, une machine, et on va voir comment ça se passe. Mais l'avantage, effectivement, c'est que dans ce second cas, on n'est plus obligé de se limiter au cas où on sait énoncer et dicter les règles, et on sait s'en saisir et les transcrire en code informatique. On peut simplement regarder, trouver des corrélations dans des données. Donc dès lors qu'on a des données et des exemples, que ce soit des œuvres musicales, des peintures ou toute autre chose, on est capable de produire un modèle, si tant est qu'il y ait suffisamment de ces données de bonne qualité. Alors comment ça se passe? On part avec des données que des annotateurs vont identifier. Alors on peut aussi mettre des labels dessus, ceci c'est du rock'n'roll, ça c'est de la musique classique, et on fabrique un corpus, c'est-à-dire une base de données d'entraînement. Et cette base de données d'entraînement, à partir de la définition de ce qu'on avait appelé une architecture, un modèle, souvent c'est des réseaux de neurones, donc là vous avez la représentation d'un réseau de neurones, c'est un réseau d'entités qui viennent essayer de reproduire d'une certaine manière le fonctionnement des cellules cérébrales, mais de manière très très simplifiée. On fait passer ces données à travers cet objet et on produit un modèle qui est entraîné et qui est d'une certaine manière l'équivalent des règles que je vous évoquais tout à l'heure. Et une fois que ce modèle est entraîné, c'est parfois douloureux, c'est long, c'est pénible, il faut beaucoup de travail pour faire ça, humain, eh bien on peut lancer une application dans le monde et lui demander de produire, par exemple, de nouvelles formes artistiques, une œuvre musicale. Donc cet objet-là, finalement, est un confluent, vous voyez, de la technologie des réseaux de neurones, et puis des données, et puis de l'intention qu'on lui prête, celle de produire une œuvre. Donc une fois qu'on a fait ça, à partir de nouvelles données, on peut imaginer fabriquer de nouveaux portraits. Alors sans rentrer dans les détails très techniques, je les ai dans les slides, mais l'idée c'est de passer de ce régime où on a appris à la machine
finalement l'essence de ce qu'est un portrait en lui proposant plein d'exemples. Et le réseau de neurones va petit à petit arriver à saisir les corrélations, les co-occurrences entre les couleurs, par exemple, dans une série d'images, la position, la texture dans l'image, etc., s'en saisir et le cristalliser finalement sous forme paramétrique dans cet objet qu'on appelle un modèle entraîné, un modèle d'inférence. Et une fois qu'on a fait ça, alors je vous passe les détails, si vous voulez, je vous expliquerai si ça vous intéresse après comment ça marche plus précisément. On arrive, là j'étais justement en train de passer directement à ça, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas le temps là, mais on arrive à faire machine arrière et à demander simplement à la machine à produire de nouveaux portraits. Donc aucun de ces portraits n'existe, il a été fabriqué par exemple par un réseau de neurones, et vous voyez que c'est très facile, on le fait aujourd'hui de manière assez triviale. Alors, on sait faire ça finalement depuis quelques années. Ce qui a lancé la machine dans ce domaine et qui a fait qu'on en parle comme on en parle aujourd'hui, c'était pas d'abord le domaine artistique, mais plutôt la création de visages. Alors pourquoi? C'est pas simplement parce qu'en fait les gens ont d'abord eu accès à des bases de données de visages. Il y en a plein chez Facebook par exemple. Chaque fois que vous cliquez sur une photo que vous annotez sur Insta, etc., vous donnez en fait une information à ces plateformes qui sait du coup ce qu'est en fait un visage. Donc on sait faire une boîte autour de ce petit fragment d'image, et ce fragment d'image peut venir instruire une machine pour lui faire apprendre un nouveau concept. Alors vous voyez, en 2014, on est arrivé à produire des images qui ressemblaient à ça. Ça fait plutôt penser à Bacon qu'à un truc authentique, mais c'est ce qu'on faisait de mieux en 2014, bon, il y a déjà 8 ans, et à l'époque, je veux dire, on s'exaltait, on dit c'est extraordinaire, regardez comme c'est merveilleux. On arrivait à faire produire à la machine ces objets dans lesquels, même s'ils ont une forme, une texture un petit peu pâteuse, on va dire, un peu fluide, ils évoquent tout de même des visages. Chacun d'entre vous pourrait reconnaître ici un visage. Mais très rapidement, on a fait des progrès et on est passé de ça à ça. En fait, et aujourd'hui, on ne sait plus vraiment faire la distinction entre un objet, un visage, qui n'existe pas, cette personne n'existe pas, et d'ailleurs le site internet dans lequel vous pouvez aller qui existe, donc vous pouvez chaque fois générer des visages qui n'ont jamais existé, ça s'appelle This person does not exist, donc cette personne n'existe pas, .com j'imagine, et vous pouvez aller produire des personnes comme ça, vous voyez, dont aucune n'a jamais existé. Donc c'est des émanations finalement d'une sorte de représentation fantôme en creux dans le réseau de neurones qui surgit finalement de l'algorithme sous votre ordre. This person does not exist. Et aujourd'hui, c'est pas simplement dans le régime des visages qu'on veut l'appliquer, mais aussi peut-être avec des formes artistiques. Alors vous reconnaîtrez peut-être dans ces visages des mélanges, des métissés de personnes réelles avec des styles qui varient. Alors je ne saurais pas vous dire exactement tous ces styles, mais je pense que la personne, la seconde là-haut, c'est Trump un peu jeune qui a dû inspirer l'image. Lui, c'est Zuckerberg. J'en connais, voyons, je sais plus. Enfin les autres, je sais pas. Mais en fait, on a essayé de faire des mélanges dans ce cas-là, dans ce projet de Portrait AI, c'est portraitai.app, si vous voulez vous amuser. Vous pouvez mettre votre photo et il vous fera en fait un portrait de vous à la manière de Whistler ou je ne sais pas qui. Voilà, donc ces choses-là existent aujourd'hui et les algorithmes qui permettent de les fabriquer reposent sur une technologie qui est intéressante pour les artistes, en fait, parce qu'elle se saisit vraiment d'une sorte de protocole dans lequel on met face à face non pas un seul réseau de neurones, mais deux. Un qui vient jouer le rôle du faussaire, auquel on viendrait demander de créer une œuvre à la manière de, par exemple, Van Gogh, et un second réseau de neurones qui serait celui de l'expert qui viendrait tenter d'identifier s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Donc on imagine et on a créé, donc voilà le protocole dans lequel ça s'inscrit. Alors c'est un peu compliqué, on ne va pas se stresser sur les flèches et tout ça, mais enfin l'idée c'est que vous avez en bas, à droite, ici, un premier réseau de neurones qu'on va entraîner à partir d'images d'œuvres d'art. Et on va essayer d'en faire de cet objet-là une critique. On va lui dire voici ce qu'est la vérité artistique. Elle émane de ce corps finalement, de cette sorte de corpus d'œuvres antérieures, et on va d'abord commencer par l'entraîner. On va lui dire voilà ce qui est vraiment la nature de l'art. Et ce faisant, finalement, on va aussi imaginer un second modèle, un second réseau de neurones qu'on va appeler un faussaire ou un générateur, qui lui va essayer au début très mal, parce qu'il est très mauvais au début, de produire une œuvre. Et on va confronter le modèle, le discriminateur, le critique à ces deux œuvres. Et on va lui dire, est-ce que tu saurais faire la différence entre l'œuvre qui est produite par le faussaire et l'œuvre qui vient d'un vrai corpus d'artistes?
Alors au début, le discriminateur, le critique, il trouve ça évident, parce que si vous comparez ce truc là-haut, enfin ceci dit, maintenant je sais pas, mais ça dépend des œuvres qu'on qualifie d'œuvres en fait dans le corpus initial, mais au début il va dire oui c'est facile, j'arrive à distinguer l'un de l'autre. Mais petit à petit, on arrive à entraîner le second modèle, le générateur, pour l'améliorer. Donc ça prend plein d'étapes. Heureusement, les calculateurs savent travailler sans se plaindre. Donc on les fait tourner je dirais à loisir, et itération après itération, on arrive, en posant cette question de nombreuses fois, à corriger à la fois le faussaire et le discriminateur. On essaie de les rendre meilleurs les deux à leur travail. Et on arrive à le faire en faisant ça des millions de fois. C'est pas 3 fois, c'est des millions de fois. D'accord ? Donc l'ordinateur le fait étape après étape, et du coup, le générateur, le faussaire, arrive à s'améliorer, il arrive à devenir un peu meilleur dans son travail de faussaire. Donc on fait tourner la machine, et à la fin, il fait des choses qui sont un tout petit peu plus réalistes, qui finissent par être complètement acceptables au bout de quelques étapes. Vous voyez ? Donc il y a un processus, et c'est le processus, en fait, finalement, cette machinerie technologique dans laquelle on met face à face deux réseaux de neurones, qu'on appelle des réseaux adversaires, qui a permis de produire cet objet-là, cet objet dont on a parlé tout à l'heure, qui est Edmond de Bellamy, le portrait dont on verra qu'il a été vendu pour 432 000 $ chez Christie's il y a quelques années, alors que finalement on attendait, le prix d'estimation était de quelques milliers de dollars, 17 000 peut-être, et il a battu tous les records. Alors ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que le groupe Obvious, qui a quand même un petit peu d'humour, a signé le tableau de quoi, vous voyez, d'une équation mathématique. Cette chose-là, c'est des maths, en fait, c'est un problème d'optimisation, on dit en maths, et c'est l'expression, finalement, en mathématiques de ça. Vous voyez, ça, cette chose-là, ce protocole d'apprentissage d'un type particulier, on peut arriver à l'exprimer de manière plus symbolique à travers cette équation-là. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, Obvious ? Ils me disent, ok, le vrai auteur de cette chose, qui s'est vendu chez Christie's et qui peut-être qualifie du coup d'œuvre d'art, c'est quelque part, c'est pas moi, c'est pas Obvious, le collectif, c'est l'algorithme. C'est cette fonction symbolique donc qui est représentée ici par cette cette équation. Et donc, à travers ce projet, donc, on a lancé tout un débat, évidemment, on en parlera un petit peu après si ça vous intéresse aussi, sur la manière dont ça s'est vraiment fait. On pourrait rentrer dans les coulisses de cette création. Mais là encore, il y a un travail assez, je dirais, qui se perd un peu dans les rouages médiatiques. Parce que derrière cette création qui a été identifiée, ce Edmond de Bellamy, le tableau de gauche, il y a toute une famille de créations qui ont été produites par l'algorithme, qui peut travailler le jour, la nuit, sans faire de vacances. C'est une petite entreprise qui fonctionne et qui peut produire quasiment dans une quantité qu'on choisit des objets. Donc le travail de Obvious, ça va simplement été de faire une création graphique, mais d'en sélectionner finalement une parmi plein d'autres. Et donc ça a été aussi peut-être un travail créatif. Donc c'est une des caractéristiques de ces machines, je dirais, de ces objets à fabriquer de nouveaux artefacts, que de pouvoir en fabriquer de grandes quantités. Et c'est peut-être là d'ailleurs où les problèmes vont se poser. Les problèmes pour qui ? Pour les artistes, en fait. Donc voilà, vous avez un exemple. Là, vous avez un réseau de neurones qui fabrique quelques images. Vous avez là, je ne sais pas, il y en a peut-être 4 par 3, donc 12. Donc 5, 15, dans un concept que j'appelle l'optimisation non convexe, un mot mathématique pour dire en fait, on ne saurait pas prédire à l'avance ce qui va être créé. Donc il y a un effet de surprise dans la production de l'algorithme, il nous surprend. Il nous surprend, mais aussi il peut fabriquer une très grande quantité d'objets, puisqu'ici, dans l'expérience qui a été menée par une équipe espagnole, Melomix, c'est 1 milliard d'œuvres musicales qui ont été produites et mises à disposition de la communauté sous licence libre. C'est-à-dire qu'en fait, tout un chacun est capable de s'en saisir pour faire des choses. Alors, il y a des raisons techniques derrière ça, mais il y a en gros, pour nous, enfin, pour ceux qui pratiquent finalement, qui utilisent ces objets, il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est qu'il y a toujours une expérience renouvelée de l'ordre de la surprise. Ce n'est pas exactement le même ordre de surprise que celui qu'on observait finalement à gauche ici. C'est plutôt de la surprise dans l'ordre du réalisme maintenant, puisque chacun de ces, un peu comme on le voyait avec les visages, aucune de ces personnes finalement n'est reproduite à chaque fois qu'on lance l'algorithme. À chaque fois, on a un autre univers des formes qui se déploie sous nos yeux. Donc ça peut intéresser l'artiste. Pourquoi ? Parce que ça peut être une plateforme pour catalyser la création. Ce n'est pas le point final de la création, mais c'est peut-être le point de départ.
Et des artistes très reconnus, des musiciens, s'en sont saisis. Vous avez ici David Cope, qui est un musicien de plein droit, un compositeur, qui très tôt a joué avec les réseaux de neurones pour produire des œuvres. Alors des œuvres intéressantes, et là je l'ai choisi justement d'explorer un peu cette sorte de pipeline en fait, de la créativité de manière très très simpliste, bien sûr, et de l'inscrire déjà, David Cope, dans le premier espace, celui des données. Pourquoi ? Parce que David Cope va créer en inventant un corpus de données. Ce qu'il va dire, en gros, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un réseau de neurones, il va le nourrir, en fait, un peu comme une sorte de commissaire-priseur qui va faire la sélection des œuvres qu'il expose. Lui, il va faire la sélection des œuvres qu'il donne à métaboliser à cet objet algorithmique. En gros, il va mélanger Rachmaninoff et Megadeth, et ses propres œuvres à lui. Donc il va faire un mélange complètement unique d'objets dont il aura su se saisir, et comme une palette, finalement, va composer avec ses œuvres antérieures. Et il va produire, du coup, enfin lui, je ne sais pas, en tout cas Emily Howell, puisque c'est le nom de la machine, de l'algorithme de l'IA qu'il utilise pour produire ses œuvres, et à travers laquelle il les publie, donc ces disques existent, ils sont édités par Centaur, et les gens les achètent sans savoir du tout qu'il s'agit effectivement du travail ou d'une collaboration, on va dire, entre David Cope et un réseau de neurones. Et pourtant, finalement, les gens sont satisfaits. Il y a quelques expériences rigolotes, parce qu'à la sortie d'un concert où ces œuvres de Emily Howell avaient été produites, données dans un vrai concert, une vraie salle de concert, un sociologue a fait l'expérience de poser la question à la sortie, alors ça vous a plu? Et puis les gens disent, bah oui, c'était magnifique, alors tout le monde était très bien habillé, tout le monde était très, très content. Et puis le gars demande, mais vous savez que ça a été fait par une machine? Et comment ça, puis une machine? Pas du tout. Ça sonnait pas du tout comme une machine. Mais il le repose un petit peu au détour des questions, la même question qu'au départ, et puis là, finalement, on tempère un peu l'impression initiale d'enthousiasme. Puisque c'est fait par une machine, c'est un petit peu moins impressionnant que si ça n'avait été fait par un homme. Vous voyez, il y a un régime là peut-être un petit peu de la déception, au sens anglais, en fait, on nous trompe. Mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'artiste, finalement, la présence de l'algorithme n'empêche pas une forme de création, d'originalité, d'un type un peu particulier, puisque là, vous voyez, on arrive à produire une œuvre à travers une composition en mélangeant des données, au départ, des données qui vont être utilisées par la machine, et d'autant plus original qu'à l'intérieur de ces données, c'est des œuvres même de David Cope qui va injecter une partie de ses propres œuvres et sélectionner les produits issus de la machine pour les réinjecter, ceux qui l'intéressent le plus. Donc il fait un gros gloubi-boulga de toutes ces œuvres pour en produire de nouvelles. Donc c'est une forme de créativité assez particulière et qui est permise justement par ces nouveaux intermédiaires techniques. Alors une seconde, c'est d'agir directement sur l'algorithme. Et alors là, il y a pléthore d'artistes qui se sont saisis très 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 tôt, en fait, dès le début des années 2010, finalement, de ces nouveaux objets. Là, vous avez Mike Tika qui a fait toute une série d'œuvres autour d'une notion de rêve, enfin d'hallucination, c'est le terme technique, des hallucinations de l'algorithme. Et c'est très facile de produire ces œuvres. On fait apprendre à un algorithme, finalement, à partir d'images, à représenter des images, et après on l'interroge en créant du bruit à l'intérieur de l'algorithme pour produire ces genres d'hallucinations. C'est pas très loin de quelque chose que vous connaissez, ça s'appelle la pareidolie en français, la pareidolie. C'est, vous voyez, vous regardez les nuages, vous êtes un petit peu halluciné, vous êtes fatigué, vous avez bu un coup de trop, et puis vous regardez un mur ou des formes, et on y voit tout très facilement s'y produire des formes. Les formes connues, les nuages, vous savez, vous voyez un dromadaire, un hippopotame, dans les formes, les tapisseries, on voit souvent surgir des visages. Notre cerveau est très bien câblé pour identifier les visages. Pourquoi ? Parce que c'est la sélection naturelle qui fait qu'on a besoin de savoir reconnaître les visages des parents, par exemple, de maman, de papa, quand on est tout petit, la vie en dépend. Et donc la sélection génétique, probablement, nous a imprimé, ça nous a donné cette capacité à inscrire dans nos neurones très fort, finalement, une capacité, donc un sens de la reconnaissance des visages. Et du coup, par une sorte de contraposé, on arrive, enfin de mécanisme contraire, on arrive aussi à les projeter, à les imaginer. En fermant les yeux, on voit ces formes apparaître. On peut faire exactement la même chose avec la machine et produire aussi des sortes de ce qu'on appelle donc des hallucinations sous le même principe. Donc là, c'est un autre artiste, une autre œuvre de Mike Tika, une composition de fleurs, voilà, etc. Et bien sûr, ces choses ont
comment dire, ont impressionné au début, mais on est allé beaucoup plus loin avec d'autres types de production autour de l'expression du style, un peu à la manière des portraits que je vous présentais. On a très très vite, dès 2015, on s'est aperçu que ces algorithmes, à la différence finalement des humains, saisissent très 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 vite la notion de style. La notion de style, c'est très rigolo, en fait, d'un point de vue juridique, on a du mal à la saisir. Elle n'est pas forcément évidente à penser. Et je ne sais pas si vous avez fait cet exercice de concevoir les limites de la notion de style entre l'expression individuelle d'une personne à un instant donné, dans l'espace-temps dans lequel il existe, et dans cet espace expérientiel, enfin, toutes les expériences qui l'ont conduit là où il est, et donc ce qu'il représenterait sous forme de style, et puis après des écoles, des manières, des genres, etc., qui peuvent en découler dès lors qu'on associe à plusieurs autres personnes. Donc cette notion de style, elle est intrigante parce que pour nous, ça prend du travail d'arriver à capter le style. Et en général, ça vient un peu tard dans l'expérience de l'apprentissage artistique, des techniques. C'est pas forcément la première chose qui va émerger. Pour la machine, au contraire, c'est la première facette finalement dont elle sait se saisir. Donc ça a été très facile d'appliquer ce genre de protocole en se prenant une image en haut et en la projetant dans différents univers stylistiques, ceux de Edvard Munch, de Van Gogh ou de Turner par exemple. Donc là, ces expériences ont été largement explorées. On fait du Klimt, des tableaux à la manière de Klimt. On fait de la Joconde en forme de cubiste, ou pareil, Turner ou autre, et Van Gogh. Et on peut même jouer sur cette notion finalement d'espace stylistique, encore une fois, de manière beaucoup plus créative qu'on ne l'imagine. Parce que là, on a l'impression qu'on clique sur un bouton, on applique un style à une heure et puis c'est fini. Mais en fait, on peut imaginer aussi que finalement, il y a une sorte d'espace paramétrique avec des curseurs qui forment une sorte de texture stylistique dans lequel une personne peut explorer finalement de nouvelles productions. Là, vous partez de là-haut en haut à gauche, vous avez Van Gogh, en bas vous avez Munch, là-bas je n'arrive pas à voir, et puis etc. Vous avez tout un tas d'œuvres, donc là c'est tout petit, je ne sais pas, mais qu'on arrive à composer finalement entre elles en les mixant, vous avez une sorte de remix en fait de styles pour produire finalement des espaces intermédiaires au croisement de l'un ou l'autre de ces artistes. Et c'est un peu finalement ce qu'on pourrait faire avec la musique, mais de la musique de manière beaucoup plus fluide qu'en superposant des nappes musicales, puisque là on croise en quelque sorte qui serait finalement le mécanisme génératif à partir duquel naît l'œuvre, le style, ce qui vous représente vous en tant qu'artiste, peut-être au plus profond de votre personnalité artistique. Donc la machine sait s'en saisir, et d'autres peuvent jouer avec pour en composer et fabriquer de nouveaux objets. Alors dans l'univers musical, ça a été très vite exploré. Ici, dans le transfert de style, vous avez une œuvre de Beethoven, et je ne sais plus, alors je ne sais pas si vous allez l'entendre du coup, parce que c'est peut-être pas assez fort ici. Ouais, là, donc l'hymne à la joie, enfin l'hymne européen. Mais si on va un peu plus loin, c'est un peu anecdotique, on va dire, mais c'est la même chose avec un style de bossa nova, et on pourrait faire un petit peu plus de jazzy si on veut, par exemple. Voilà. Ou dance. Donc voilà, encore une fois, c'est pas tant l'idée est relativement simple finalement, parce que l'algorithme arrive très facilement à décomposer cet univers stylistique et cet univers quelque part de la sémantique, l'objet qui est conceptuel, par exemple le texte, que vous n'avez pas le texte écrit en français, enfin je sais pas en quelle langue, en français un petit peu, mais finalement la rythmique, la mélodie qui est un peu l'expression finalement de l'idée et de l'objet musical, mais le déplacer vers d'autres formes. Donc ça aussi, je veux dire, ce que je veux dire par là, à chaque fois je répète un petit peu la même idée, c'est que malgré la présence de l'algorithme, c'est plutôt d'autres capacités créatives qui vous sont données, vous en tant qu'artiste, si je parle à des artistes. Okay. Et il y a aussi des artistes qui ont, je ne sais pas si vous connaissez Patrick Tressé, ça vous dit quelque chose ? C'est un artiste qui a un petit problème une maladie dégénérescente, donc il a du mal à dessiner comme il dessinait avant. Et il entraîne un robot finalement à dessiner comme lui.
Donc là, c'est du coup l'objet mécanique, l'algorithme, apprend et devient un proxy, un intermédiaire de la personne dont il s'inspire, et d'une seule personne, pas de plein, hein, comme on a vu avant, d'une seule personne, il devient l'émanation, finalement, hein, de ce même sujet, de cette même personne. Et on peut donc la machine fait des portraits à la manière de lui-même, finalement, parce elle a été entraînée à cette fin. Alors ça pose des questions très fondamentales, un petit peu intrigantes dans le domaine du droit d'auteur, parce que finalement on peut se demander si l'œuvre, c'est l'œuvre de l'artiste, ou c'est bien l'œuvre de la machine qui finalement imite l'artiste. Donc c'est des questions un peu tordues, on ne va pas rentrer là-dedans. Et c'est la même chose se fait avec d'autres artistes. Ici vous avez une artiste, je crois, chinoise, Suguen Chung, qui plus récemment aussi pratique la même chose. Et là encore, la machine observe la calligraphie ou les formes de peinture des tracés de l'artiste, là c'est une vue de dessus, hein, et arrive après à la reproduire. Donc c'est assez intriguant. J'ai essayé de faire ça avec mes propres dessins, ça marche. En fait, on fait des choses, ça ressemble. Enfin, on a l'impression que tout à coup, on automatise son processus créatif. C'est pas aussi plaisant que de dessiner soi-même, mais ça donne des formes. Alors, toutes ces choses-là, bien sûr, nous donnent aussi d'autres régimes de l'exploration, des choses qu'on n'imaginait pas du tout, des transferts, des protocoles, non pas simplement de transfert de style, mais de transfert de modalité, où on passe de la forme statique à la forme animée. Donc là, c'est simplement, on va animer tel portrait, mais aussi transférer de l'image peinte à la photographie, faire un portrait photoréaliste, disons, d'une œuvre de Van Gogh, ou transférer le visage de Sean Connery dans celui de Burt Reynolds, avec les deepfakes que vous connaissez bien par ailleurs. Donc c'est quelque part un petit peu la même technologie, ce deepfake, qui s'est saisi avec des utilisations parfois assez répréhensibles, des mêmes outils algorithmiques, avec des utilisations dans l'univers du cinéma, qui est un espace artistique de création très, très riche aujourd'hui, ou du jeu, dans lequel on arrive à produire des objets nouveaux, et pour le coup, qui permettront très vite finalement de choisir votre acteur préféré pour jouer dans le film qui vous intéresse, remplacer, swapper les acteurs, celui-ci plutôt que celui-là, ou pourquoi pas vous-même, ou le vilain, ça serait le prof que vous n'aimez pas, ou la personne qui vous a posé des soucis, voilà, vous le mettez dans la position du Dr No dans le film de James Bond, et il meurt à la fin. Donc ce genre de choses, vous voyez, existe dans l'univers du cinéma, mais aussi dans l'univers du sonore, puisque là aussi on peut faire des transferts de style en échangeant la voix d'un interprète, en la plaquant sur un autre interprète, ce qui pose aussi des problèmes finalement juridiques assez sérieux, parce qu'on ne sait pas du coup à qui appartient quoi et à qui sont les droits. Vous savez qu'on a des droits à l'image, le droit à l'image ça couvre aussi la voix. Et ces droits sont les droits de la personnalité, des droits fondamentaux, donc on aimerait en conserver un certain contrôle. Enfin, on aimerait conserver un certain contrôle sur ces objets. On peut aussi intervenir non pas simplement sur les données et l'algorithme qui produit ces modèles, mais aussi sur le modèle lui-même. Alors ça, il y a des expériences de Rebecca Fibrink, très ancienne, 2009, qui joue en modifiant les paramètres directement de réseaux de neurones. Donc, vous avez un orchestre de réseaux de neurones, avec sur chaque laptop des différents intervenants. Il y a aussi quelques instruments de musique. Finalement, il y a des sortes d'interfaces graphiques qui permettent de modifier les paramètres de cet objet qu'on a appris et qui permettent de produire des œuvres musicales ou, comme le fait Mario Klingman, des œuvres graphiques à la manière très surréaliste. Vous voyez que c'est des collages. Donc il réalise des formes de collages qui pourraient passer d'ailleurs pour des œuvres surréalistes, ou des portraits assez intrigants. Et Mario, c'est un artiste complètement reconnu maintenant dans ce domaine-là. C'est une personnalités phares dans le domaine de l'art et de génératif et de l'IA. Donc c'est un petit peu un codeur aussi, parce qu'il a besoin d'intervenir dans un espace qui est bien celui de ce qu'on appelle la boîte noire, cet objet paramétrique, l'objet algorithmique. Et puis on peut aussi intervenir après la formation du modèle, vraiment à la toute fin, presque en post-production, dans un espace qui est l'ordre de la sélection. Et là j'ai mis François Pachet, copain, qui derrière son bureau, vous voyez, qui prend la guitare et son bureau avec plein de signes, symboles un petit peu ésotériques derrière, c'est plutôt des maths, de l'informatique, et lui donc a produit avec Benoît Carré donc cette œuvre à partir d'œuvres de Beatles notamment, ici c'est des œuvres des Beatles, donc c'est une œuvre qui ressemble un petit peu à la manière des Beatles, qui évoque les Beatles, mais en fait derrière ce travail il y a beaucoup d'algorithmes où il y a les œuvres des Beatles au départ en tant qu'œuvre, en tant que donnée initiale, il y a énormément de post-production.
Et là encore, l'histoire médiatique comment dire, minimise cette sorte d'apport intellectuel et créatif, finalement, un peu à la marge de l'objet algorithmique, parce qu'on aimerait d'abord, je dirais, emphase médiatique, certainement, mais aussi désir un peu anthropomorphique d'apposer finalement à cet objet-là des fonctions cognitives qui sont l'apanage de l'humain. Traditionnellement, la créativité, ça nous appartient. Là, on s'exalte beaucoup et on a envie de voir cette chose-là. En fait, vous voyez, cette chose très symbolique ici, la boîte noire, cette artificial intelligence ou l'IA qui viendrait simplement de notre comment dire, lancer sous l'action de notre désir produire un nouvel objet. Alors derrière ça, il y a un modèle entraîné, on l'a vu, mais il y a aussi toute une histoire qu'on pourrait décomposer à loisir. Alors je passerai un petit peu parce que finalement j'ai déjà évoqué avec l'histoire de Obvious, qui viennent utiliser donc ces modèles particuliers. Donc vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'une équation, de ces réseaux adversaires génératifs, mais de tout un protocole algorithmique, mais aussi finalement de codes informatiques qui ont été composés par tout un tas de gens, réalisés, écrits par des informaticiens plus que des artistes, et donc toute une généalogie d'acteurs à l'intérieur de ce régime de la créativité, dans lequel finalement, plutôt que d'avoir cette idée très simpliste, c'est celle qu'on vous vend très souvent dans les médias, on peut voir l'expression finalement d'un auteur dans plusieurs registres. Ça a été dit dans le droit, finalement le droit nous dit que la création intellectuelle est propre à un auteur si elle reflète cette personnalité de l'auteur, et cette personnalité, dans cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, est de l'ordre de choix libres et créatifs. Alors comment est-ce qu'on peut opérer ces choix libres et créatifs ? On peut les opérer à plein d'endroits dans cette chaîne de la production de l'œuvre. Finalement, c'est ce qu'on peut, cet mécanisme on va ouvrir la boîte noire, cet objet qu'on vous donne plutôt sous un format très réducteur, quand le plus précis qu'on vous donne, c'est souvent ça, finalement, mais en vérité, ça ressemble davantage à cette chose-là, où là, ça fait beaucoup plus compliqué, ça fait un peu peur, mais en même temps, ça évoque quelque chose, peut-être, d'essentiel, c'est la possibilité à l'humain d'intervenir dans tout un tas de rouages de cette machinerie. Vous voyez, il est plus simplement cantonné dans le rôle du donneur d'ordre, mais il peut participer à la création, enfin à l'expression de ses choix libres et créatifs dans tout un tas d'étapes finalement de ce pipeline, ce protocole créatif. Donc là encore une fois, je mets l'accent sur cette chose-là, parce que finalement, parfois on l'omet, et je pense que c'est important de le souligner. Une citation que j'ai choisie d'un informaticien, mais qui est artiste aussi, Ahmed El Gamal, qui dès 2018 disait, en gros, on peut participer à la création de l'œuvre par tout un tas de choix qui s'opèrent à l'intérieur de cette machinerie. Donc voilà, la citation, je vous laisserai la lire dans les slides si ça vous intéresse. Mais vraiment, l'idée, c'est de dire, en fait, c'est pas forcément la disparition de l'artiste, c'est plutôt la possibilité d'intervenir autrement dans la forme de création. Oui. Donc c'est une autre manière de dire que je préfère. Et donc voilà, donc là c'est aussi le collectif Obvious qui disait la même chose, même si l'algorithme crée l'image, ceux qui ont décidé de l'imprimer sur la toile, de la signer d'une formule mathématique, de mettre un cadre en ordre, c'est nous, c'est le collectif. Il y a un ensemble de choix finalement qui participent à la forme de l'œuvre. Alors il y a ça, mais il y a aussi des cas où c'est beaucoup plus trivial. L'expression artistique peut dans certains cas, enfin pas artistique du coup, mais l'expression créative peut se limiter à cette forme finalement de choix vraiment très minimal. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a tout un tas de startups, alors je vous les mentionne parce qu'elles existent et elles parlent aussi de l'univers créatif. Vous avez une entreprise qui a disparu maintenant, mais je vais vous dire ce qui s'est passé. IA, donc JukeDeck, qui a quelques années, finalement, à Cambridge, avait monté une start-up qui a très bien fonctionné, très bien marché, et qui vendait quelque part son projet autour de l'idée que pour faire un jingle, il ne faut pas être un génie, il ne faut pas Mozart, il ne faut pas des milliers d'euros pour faire un jingle ou une musique d'ascenseur ou une musique pour des jeux vidéo. Pourquoi payer des milliers d'euros, il nous disait, ou des centaines de dollars, ou des milliers de dollars pour un jingle? Alors qu'avec nous, avec notre truc, pour 21,99 $, vous avez la même chose. Ok? Alors, ça peut paraître assez arrogant, et ça l'est, d'une certaine manière, de qualifier finalement l'un comme équivalent à l'autre, mais d'une certaine manière, pour tout un tas de gens qui ne s'émeuvent pas trop finalement de l'impulsion originale de l'humain, cette patte humaine dans la création, pourquoi pas 21 € contre 400 ou 500 ou 1000, finalement c'est une histoire d'économie. Okay, et cette économie, elle prend, parce que qui a racheté JukeDeck pour une somme qui est approximativement de 400 millions de $? Ah bah c'est TikTok. TikTok, vous savez, c'est ByteDance, c'est le marché TikTok, c'est aussi celui de la musique, de pouvoir accoler à un petit snippet, un petit morceau de vidéo, un objet musical. Or, les royalties payées, enfin les droits d'auteur payés par TikTok chaque année
sont absolument considérables. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars. C'est peut-être de l'ordre de 800 millions de dollars par an payés par TikTok aux auteurs des œuvres musicales qu'ils emploient à l'intérieur de leurs applications, de leur application. Ça veut dire que si TikTok achète Jukedeck, et donc les droits de produire des objets musicaux sans royalty, puisqu'on va pas payer à la machine des droits d'auteur, non pas du tout, et bien quelque part, ils peuvent contourner cette nécessité de payer des vrais auteurs humains. Donc vous voyez que là, ce n'est pas tellement une question de la créativité qui nous serait ôtée en l'humain, mais c'est plutôt une histoire de marché de l'art, de marché des œuvres artistiques et de présence de ces machines qui viennent entrer en compétition avec la capacité des auteurs, des artistes, de vivre de leur travail. Deux choses différentes. Donc vous voyez, c'est la même chose que Melomix, qui balance comme ça 1 milliard d'œuvres. Ok, très bien, c'est une expérience rigolote, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tout à coup vous faites une radio Radiohead? Vous faites une radio qui fait de la musique à la manière de Radiohead, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans dormir. Est-ce que Radiohead est protégé? Je vous pose la question. Le droit d'auteur nous dit non. Non, pourquoi? Parce que le droit d'auteur ne protège pas le style de Radiohead. Le droit d'auteur va protéger des œuvres particulières de Radiohead. Et ça pose un vrai souci finalement pour les praticiens qui s'émeuvent aujourd'hui de ça, parce qu'ils ne savent plus où mettre le périmètre de leur contrôle sur leur créativité, qui, c'est pas forcément une vision monopolistique de l'artiste, c'est juste une vision simplement patrimoniale de vivre de son art, de pouvoir contrôler l'expression de son travail, de sa créativité. Donc là, il y a de nouvelles formes finalement de création qui surgissent à travers ces machines, qui reposent aussi des questions non seulement d'économie de l'art, mais aussi peut-être de concepts à la fois, je dirais, philosophiques, qu'est-ce que c'est que le style d'un artiste, à qui ça appartient, et puis aussi juridique, quand il s'agit de protéger les personnes, pas simplement les idées. Et là, on est en train de vivre, encore une fois, une nouvelle révolution, juste maintenant, puisque là, c'est des nouvelles machines. On aurait pu jouer avec un petit peu, mais on le fera après si certaines ça vous intéresse, pour manipuler avec ces nouvelles formes d'algorithmes. Puisque là, depuis un an, on a de nouveaux protocoles, de nouvelles plateformes qui nous permettent simplement à partir d'un prompt, vous voyez, c'est une sorte de texte, ici en bas, c'est la création de l'univers dans le style de Léonard de Vinci. Vous pouvez mettre n'importe quoi et vous pouvez maintenant jouer avec. Je vous donne l'adresse, je l'ai là d'ailleurs après si ça vous intéresse, Hugging Face, allez voir. Hugging Face, c'est une des licornes françaises de l'IA qui partage des modèles de réseaux de neurones qu'on a vus précédemment et dont certains permettent de créer des œuvres comme celle-ci. Donc vous rentrez du texte, Snoopy sur la Lune, la place de la Concorde sur Mars, ou je sais pas, n'importe quoi, enfin là j'ai pas trop d'imagination, mais imaginez ce que vous voulez, et l'algorithme va être capable de transposer votre texte, d'en analyser le contenu, la sémantique, peut-être l'intention qui s'y cache finalement, qui s'y noue, et de le transposer dans une forme graphique. Alors ça marche et ça fait des formes qui passent complètement pour des créations complètement humaines. On est dans un autre domaine, c'est pas simplement prendre une image comme le transfert de style et coller le style de Van Gogh, ça fait très 2014 maintenant. Mais c'est vraiment fabriquer des objets, chacun est nouveau, original. Vous faites tourner la machine 1 million de fois, l'objet sera nouveau. Et à chaque fois, ça sera l'expression de la création de l'univers dans le signe de Da Vinci ou de n'importe quoi d'autre que vous avez instillé comme point de départ, comme catalyse de ce processus créatif. Donc là, on est dans un nouveau régime de la créativité où il y a une sorte d'explosion exponentielle de la forme, des émergences, et qui pose question. En même temps, vous voyez que la machine, alors c'est rigolo, je vais me lever, mais la machine, elle comprend rien. C'est quand je mettais compréhension en grisé tout à l'heure. Vous voyez ici, compter les doigts. Vous voyez, ça évoque un petit mélange. Et d'une certaine manière, compter les doigts, et un 6. Pour la machine, c'est pas qu'on a 5 doigts, 6 doigts, 7 doigts. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas un concept, prégnant dans l'univers de la machine. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est le sens commun qui fait qu'on sait qu'on a 5, en général, 5 doigts. Ok, pour la machine, c'est pas ça. Elle voit des choses avec des trucs qui pendouillent. Vous voyez, ça fait, voilà, c'est ça. Des choses qui pendouillent. Voilà, elle a mis des choses qui pendouillent avec d'autres choses qui pendouillent vers le haut. Ben, c'est ce qu'elle a saisi finalement. C'est plutôt des corrélations dans les formes, pas l'objet qu'il y a derrière. Ce qui fait que dans certains cas, on voit plein d'erreurs qui se produisent, mais en même temps, on peut s'émouvoir et effectivement, ça donne lieu à de l'émotion,
y compris d'artistes. Vous voyez, ça date de août 2022, donc c'est relativement récent, juste après la publication de ces modèles que je viens de montrer. Et là, on nous dit, un artiste, là, sur Twitter, dit, écoutez, une nouvelle IA, un modèle d'IA génératif, est capable de faire des œuvres, des productions, on va dire, qui ressemblent à 100% à celles qu'aurait pu faire un humain. En tant qu'artiste, je me sens particulièrement inquiet de ces productions. Et ça va très vite, puisque simplement quelques mois après, même pas quelques jours après, c'est 2 semaines après, le 26 août, il y a un autre candidat à l'expérimentation algorithmique qui produit l'œuvre du bas avec les outils que je vous ai montrés. D'accord ? Il produit l'œuvre du bas et il la présente dans une compétition d'artistes dans le Colorado, il gagne. Alors là, c'est bon, pour lui, c'est une expérience artistique, et en fait, il le dit, moi j'ai vachement bossé, il se défend. Parce que j'ai bossé, j'ai choisi le bon bout de texte au départ, j'ai fait tourner la machine 150 fois, j'ai choisi le bon, après j'ai appliqué des filtres sous Photoshop. Il a bossé à plein de niveaux, et pourquoi pas ? Nous, ça nous émeut, parce qu'on se dit, on ne s'attendait pas à ça. Quand on voit le truc du bas, on se dit forcément le mec balèze, il maîtrise sa technique. Vous voyez, on est dans ce registre-là. On n'a pas encore assimilé ces autres outils en fait créatifs qui peuvent participer à l'émergence de nouvelles formes. Voilà. Et ces nouvelles formes finalement vont se multiplier aujourd'hui dans tout un tas de domaines, pas simplement les objets graphiques, où là très facilement on arrive à saisir à la fois la complexité technique inhérente à la production de ces œuvres, enfin s'il fallait les produire on ne saurait pas, mais aussi finalement d'autres objets, le texte en particulier, où là il y a pléthore de créations. Si vous allez jouer avec GPT-Chat, vous pouvez vous inscrire. OpenAI, c'est la boîte américaine qui fait ça, et c'est absolument extraordinaire. Moi qui suis très critique des objets IA en général, pour les pratiquer aussi, là je suis bluffé pour le coup. OpenAI et leur modèle génératif risquent là aussi de changer le marché, peut-être pas de l'artiste, mais de la production journalistique par exemple, quand il s'agit d'écrire des petits formats de texte, de rendre compte d'un match de foot ou d'un petit événement. Voilà. Donc je voulais juste dire que Le Monde fait ça en fait pour les élections municipales, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un journaliste dans toutes les communes, et du coup ils ont un générateur automatique des résultats. En fait, il y a un algorithme qui va pomper les résultats sur ces médias et qui écrit pour toutes les petites villes, pas qu'il y a de l'enjeu et tout ça. Donc ça tourne. Moi j'ai une conf là dans quelques jours, je vous le dis entre nous, j'espère que c'est pas trop public, mais j'ai fait une partie de ma conf avec GPT-Chat. Ouais. Donc j'ai fait une partie de la conf et je vais lire ce que m'a produit l'algorithme. Et je le dirai à la toute fin en fait, parce que c'est autour bref, c'est des trucs techniques. Donc voilà, je sais pas si ça sera bien pris parce que c'est un parterre un peu peut-être austère, mais on verra. En tout cas, je veux dire, c'est marrant parce que j'ai pris ce truc en anglais, je l'ai traduit avec DeepL, c'est parfait. Alors c'est pas génial, mais ça passe. Ça va passer comme si moi je l'avais dit. Voilà, je vais le dire. Donc voilà, donc là, dans l'univers du texte, la production de texte, d'images, de musique, aussi dans l'espace du code, bizarrement, là le code, on arrive aussi à faire des choses absolument extraordinaires. Donc les informaticiens qui sont aussi des auteurs, vous savez que le code informatique c'est protégé au même terme que dans la convention de Berne qu'une œuvre littéraire. Donc c'est la même chose. Un code informatique, au sens du droit d'auteur, c'est une œuvre littéraire, égale. Okay, donc il y a les mêmes concepts d'originalité qui se posent pour une création sous forme logicielle, par exemple, qu'une œuvre littéraire. Et là encore, ces algorithmes permettent d'accélérer la production de ces nouveaux objets informatiques fonctionnels en proposant des solutions là où finalement nous on se place en situation de donneur d'ordre. On dit j'aimerais que tu me fasses un bout de code qui va chercher sous Twitter les 20 derniers tweets de l'heure et puis fait une analyse de sentiments. Voilà, le code va être produit plus ou moins automatiquement à partir de cette requête. Donc on manifeste une intention et vous avez un petit esclave en fait devant vous. L'esclave c'est l'algorithme qui va bosser pour vous pour produire cet objet-là. Vous lui donnez une requête, fais-moi un tableau à la manière de Da Vinci, boum, il fait tout de suite un tableau à la manière de Da Vinci. Satisfait, pas satisfait, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer les paramètres, lui donner un petit coup de fouet, ou j'en sais rien, ou changer ses attributs algorithmiques. Vous pouvez manipuler un peu à la marge, mais c'est quelque part ce qui se passe. Donc voilà, tous ces objets émergent, je vais passer un petit peu vite, on le voit dans le domaine de la création aussi à plein niveau, du design, c'est tout à fait présent. Alors pour la mode, c'est un petit peu anecdotique encore, mais ça commence à arriver. Pour le design fonctionnel, c'est-à-dire les nouvelles formes, là c'est déjà là, en fait, c'est des outils qui existent dans différentes applications, de type Photoshop ou autre Illustrator.
Et pas simplement là, et ça va m'amener sur un peu ce vers quoi j'aimerais finir en fait, c'est aussi dans le domaine de la science. Alors c'est assez intriguant, mais là encore, on a remplacé dans la science de plus en plus des sortes de règles. Vous voyez, au début je vous disais, si on est capable de faire des règles, ça marche bien les systèmes experts. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire avec des règles, y compris en science. Il y a des situations physiques dans l'univers des sciences qu'on ne sait pas bien formuler avec des bonnes règles. En gros, on a des approximations. Ça marche à peu près, ça ne marche pas toujours. Il y a des cas extrêmes, des cas pathologiques. Donc, Et du coup, on vient d'essayer aujourd'hui de les remplacer par ces modèles instruits donc, d'exemples sur la base d'un apprentissage. Et le problème, c'est que ça semble marcher. Donc ça nous déprend quelque part d'une capacité assez fondamentale de compréhension du monde. On n'est pas simplement dans l'histoire de la génération des œuvres ou dans l'édiction de règles, le fait d'énoncer des règles quand il s'agit d'un assureur ou d'un banquier, on va dire ok, ça c'est pas compliqué. Non, on est dans le domaine le plus profond, finalement là encore une fois, dont on penserait être l'apanage de l'intellect en fait humain, Einstein, la mécanique quantique, tout ce que vous voulez, en fait la machine fait mieux que l'homme. Et là, ça nous trouble, parce qu'est-ce qui nous reste à la fin quand la machine elle crée mieux que comment dire, elle est plus artistique que l'artiste, elle est plus scientifique que le scientifique, ou elle est plus technicienne que le technicien. Alors le truc, c'est qu'en fait, la société peut-être va falloir qu'elle négocie avec ce nouvel espace de la créativité. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a des fois, on la veut, cette créativité, on a envie de s'en saisir. Et donc de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle, alors si je mets ça avec un petit peu de prudence, mais enfin d'algorithmes, participent donc à fabriquer de nouveaux artefacts, on va dire, des nouveaux objets techniques. Et bien sûr, on a besoin de savoir si c'est vrai ou faux, ce qu'ils produisent. Très récemment, encore une fois, pour vous dire à quel point ça va vite, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une entreprise qui s'appelle DeepMind, anglaise, donc, qui est connue parce qu'ils ont fait ils ont eu des succès énormes avec une série d'algorithmes, enfin d'outils algorithmiques, dont AlphaGo. Vous avez entendu parler de ça, AlphaGo, AlphaZero? Le jeu de Go, c'est un jeu très compliqué d'un point de vue, pas au sens des règles, les règles sont super simples, mais au niveau de l'espace, finalement, computationnel dans lequel se déploie, l'espace des états dans lequel se déploient tous les jeux possibles. Donc ça le rend très très compliqué à négocier pour une machine, pour un ordinateur. Beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs, par exemple. Donc on disait, il y a 20 ans, c'est impossible, l'ordinateur ne battra jamais l'humain au jeu de Go, parce que l'espace des états est plus grand que la totalité des atomes dans l'univers. Ouais, c'est en gros l'argument qu'on donnait. Or, voilà, AlphaGo arrive et boum, Lee Sedol, le grand champion, l'équivalent de Kasparov au jeu de Go, se fait battre par la machine. Et là, c'est l'émotion, effectivement, parce qu'on voit quelque part quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et la même émotion se produit aujourd'hui avec AlphaFold, dans un domaine qui n'a rien à voir avec le jeu, puisqu'il s'agit de biotechnologie et de repliement de protéines. Alors je suis sûr que ça ne vous fait pas rêver, ça fait pas, en tout cas vous ne connaissez pas peut-être l'histoire derrière ça, mais c'est fondamental et c'est un vrai problème qui anime la communauté scientifique en biotechnologie depuis des années. En gros, les protéines, c'est tout ce qui nous fait marcher, fonctionner, nous les humains, c'est ce qui est relais dans nos protéines, c'est ce qui communique, ce qui passe de l'ADN finalement, qui sert de lien entre différentes fonctions biologiques. Et donc on en dépend largement, y compris lorsqu'il s'agit de maladies, de pathologies qui s'expriment à travers des défauts de ces protéines ou des caractéristiques particulières de ces protéines. Alors ces protéines, on les connaît très bien, on connaît très bien leur expression quand il s'agit de les décrire dans leur attribut de molécules moléculaires. Les acides aminés qui les composent, on les connaît par cœur. Tout ça, on sait très bien faire. Par contre, de connaître cette sorte d'expression sous forme linéaire, pas à pas, de tous les composés de cette chaîne qui forme la protéine, ça ne sert pas à grand-chose, puisque l'expression, je dirais, des caractéristiques de la protéine découle non pas simplement de cette chaîne, de cet enchaînement de lettres, si vous voulez, qui constitue la protéine, mais vraiment du repliement de cette protéine à 3 dimensions. Donc la protéine, quand elle est dépliée, elle est comme ça, et quand elle est repliée, elle ressemble à quelque chose comme ça. Vous voyez ? Et c'est uniquement si on connaît cette structure tridimensionnelle qu'on arrive à appréhender les fonctions de cette protéine et peut-être pouvoir après les négocier pour envisager des vaccins, des médicaments, ou mieux comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est qu'en fait, les scientifiques qui essayent de calculer ces formes à 3 dimensions s'y essaient, et c'est très 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 long et très compliqué. Ils y passent des années, souvent, pour arriver à faire une protéine. Okay ? Donc il y a des chercheurs qui, dans leur vie, ont produit des structures tridimensionnelles de quelques protéines, et puis ils vont se coucher, ils prennent leur retraite, c'est fini. Okay ? Voilà, jusqu'au moment où AlphaFold débarque. Alors attends, je vais le retrouver, ici, voilà.
débarque et déploie cette grosse capacité de calcul avec toute l'intelligence humaine qu'il y a derrière et est capable de prédire automatiquement maintenant la forme, la structure des protéines. Et ils le font pour toutes les protéines du corps humain. Pas une, pas deux, pas trois, pas 1000, mais toutes. Donc là, c'est considéré tout à coup, et vous voyez, Nature, c'est un grand journal scientifique, c'est le plus grand journal scientifique, comme une révolution. Ça va changer absolument tout. Le monde pharmaceutique s'émeut énormément aussi, parce qu'il voilà une manière de bootstrapper, d'accélérer la production de médicaments, et de manière absolument radicale. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a quelques mois, je ne sais pas la date exacte, juillet 2022, donc cette année, DeepMind a réussi à calculer ou à prédire l'ensemble des protéines du corps humain. Donc toutes les protéines du corps humain. Alors, et bien sûr, à partir de là, on ne s'arrête pas. Quelques mois après, on commence à fabriquer des machines, des nanotechnologies, ça en part, etc. Et puis, ils inspirent aussi d'autres qui vont continuer l'aventure. Alors, un truc extraordinaire qui se passe avec DeepMind, en parenthèse, ça a un peu à voir avec le droit dont je m'occupe, c'est qu'en fait, ils ont décidé de tout donner. Les structures de ces protéines, les structures tridimensionnelles, c'est une valeur absolument incroyable pour l'industrie pharmaceutique. C'est un truc qui n'a pas de prix. Donc DeepMind, s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire leur beurre d'accorder des licences ou de céder finalement ces structures à l'industrie pharmaceutique moyennant finance. Okay. Ils ne l'ont pas fait. Ils les ont données sous des licences extrêmement ouvertes, permissives, on dit, à la communauté. Vous pouvez jouer avec et faire des choses, enfin jouer avec, moi je ne sais pas quoi faire avec, mais l'industrie biotech peut s'en saisir pour commencer à produire de nouveaux objets. Donc là, vous avez vraiment une intention, au fond, de partage de cette production qui émane d'une machine, qui peut poser des questions, parce qu'il faut aussi savoir identifier si oui ou non la machine dit vrai. Donc là, on fait un acte de confiance, un peu de saut dans l'inconnu, qui n'est pas du tout du même ordre quand il s'agit de la création artistique, où là, on va dire, la machine fait vraisemblable. Alors que là, on veut finalement qu'elle remplisse une fonction non spéculative de plausibilité technique. On veut que ça soit du vrai, que ça marche, qu'elle nous embobine pas. Donc là, ça pose des vraies questions. Et le fait, en fait, c'est aussi marrant, c'est que le fait qu'elle donne ces résultats, ça vient quelque part mettre la pression sur les autres boîtes comme Meta, Facebook, qui aussi a des énormes capacités en termes de production IA, et qui vient faire la même chose quelques mois plus tard. C'est pas les 200 millions de protéines humaines que DeepMind a produites, c'est 600 millions cette fois-ci de protéines qui viennent donc du sol et d'autres types d'entités comme des virus. Donc là, ils ont utilisé d'autres astuces, etc. Mais c'est toute une mécanique, finalement, de la créativité technique qui vient se saisir de ces nouveaux opérateurs dans un registre, finalement, de l'exploration scientifique. Donc finalement, le scientifique, il est un peu ému aujourd'hui, il est un peu comme vous, comme les artistes, qui doivent peut-être s'interroger sur la possibilité ou pas d'intégrer ce nouvel outil dans leur boîte à outils. Les scientifiques aussi sont obligés de changer de registre et de se reformer. Parce que finalement, ils voient que quelque part, les techniques traditionnelles, moi j'ai un copain qui est directeur de recherche au CNRS, il pleure. Il pleure parce qu'il a passé des années et des années à essayer de cristalliser une protéine, il n'y est pas arrivé. DeepMind arrive, elle l'a prédit pour lui. Et alors, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est à voir, mais en fait, je veux dire, c'est pour lui, il pleure pas, j'exagère, mais enfin, c'est quand même une émotion aussi, parce que c'est un vrai travail, un vrai effort intellectuel. Ça pose des questions et sur cette idée de vérité qui émanerait de l'oracle machine. Et là, on a la machine, c'est une sorte de... Là, on lui fait une confiance absolue parce qu'elle a une sorte de... C'est le diktat algorithmique, vous voyez, cette sorte de puissance de l'algorithme qui, parce qu'il parle le langage mathématique, doit dire vrai. Là, c'est pas si évident que ça. Vous avez entendu parler de ces algorithmes racistes, de ces algorithmes qui dévient, qui font des pas de côté et qui simplement, parfois reprennent, parfois amplifient des défauts, des travers déjà inscrits dans notre société. En fait, la machine, elle ne dit rien d'autre que ce qu'on lui a demandé de dire, et parfois, on ne la maîtrise pas complètement dans cette capacité expressive. Donc là, on voit se déployer aussi tout un tas d'interrogations autour de cette nouvelle série d'objets générés par les algorithmes. Et on parle même, vous voyez, de crise du caractère reproductible en science qui serait amplifié ou généré par l'utilisation de ces outils algorithmiques, cet apprentissage machine, cet apprentissage automatique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas toujours capable de savoir si l'objet qui est produit est vrai ou faux, s'il dit vrai ou si simplement il spécule. Voyez, donc cet équilibre est à rechercher, et c'est un vrai souci. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, ces nouvelles productions, en particulier quand il s'agit des médicaments, de la biotechnologie, quelque part très vite deviennent de nouveaux médicaments.
Donc il va falloir bien s'assurer par tous les moyens possibles que ces nouveaux objets ont été pas simplement finalement des tentatives marketing pour récupérer des subventions quand vous êtes une start-up biotech avide finalement de moyens, et vous en avez besoin. B, quand vous définissez, vous voyez là c'est Financial Times, là encore, hein, c'est très récent, hein, c'est 31 octobre 2022, l'autre date d'un petit peu plus longtemps, mais c'est la même chose, donc des produits issus de ces algorithmes sont aujourd'hui quelque part en phase clinique de test, donc on va bien les tester, on va bien s'assurer que ça marche, mais c'est absolument nécessaire pour éviter quelque part qu'on ne fasse trop confiance à cette machine. Cette notion de la confiance algorithmique est au cœur du projet réglementaire européen à l'heure actuelle aussi. On veut vraiment encadrer cette confiance. Parce qu'on ne veut pas des dérapages, on a envie de ça. On a envie d'une machine qui nous fasse, nous trouve le médicament qui va nous sauver nos enfants, nos êtres chers, qui va trouver un médicament contre le cancer. Hein, on a envie de cette IA. On s'en fiche que ce soit une boîte noire ou pas, à un certain niveau. Ce qu'on veut, c'est que ça marche. Et du coup, c'est marrant parce qu'un des espaces dans lequel on peut valider l'expression, finalement, la réalité de cet objet technique et de l'effet technique qui est afférent, c'est l'espace du brevet. Parce que dans les brevets, et puisque là, finalement, DeepMind a aussi breveté toutes ces affaires de production de structures tridimensionnelles des protéines, on a l'obligation de valider que ça marche, d'une certaine manière. Il ne s'agit pas simplement d'un vœu pieux, mais effectivement d'une machine qui résout un problème donné. Et dans le brevet, il y a une obligation de transparence. Vous savez qu'un brevet, on vous le donne uniquement si vous dévoilez votre invention. On vous donne un monopole, pendant un certain temps, maximum 20 ans, dans un certain lieu, il y a une sorte de boîte d'espace-temps dans laquelle votre brevet existe, mais sous condition, c'est que vous disiez tout de comment ça marche. Donc en fait, ça, les gens l'oublient un peu. Dans le brevet, c'est une machine à partager l'information. Pourquoi ? Pour que d'autres puissent s'en saisir et innover à leur tour. C'est ce qu'a fait DeepMind. Il a fait des brevets, mais du coup, il a expliqué exactement comment sa machine marche. Et il permet à Meta, un compétiteur par ailleurs, de s'en saisir pour améliorer le procédé. Donc ça, c'est quelque part le brevet avec ce côté un peu bisounours, hein, si vous voulez, du brevet, un peu gentil. Mais c'est l'idée, en fait, c'est un vecteur d'innovation louable dans lequel, finalement, on enrichit ce corpus informationnel et technique. Donc voilà, dans l'univers technique, il y a quelque chose. Je vais accélérer un peu parce que je voulais juste finir, puisque je crois qu'on finissait à 18h30, c'est ça Quand tu veux, mais en fait, on va enchaîner avec le Cosmos. Ah oui, ok. Skoda, donc c'est pas mal, finalement. D'accord. Écoutez, alors voilà. Donc ça s'est manifesté aussi dans les objets techniques avec les brevets, où là encore, il y a eu des tentations finalement de produire ou de prétendre produire des œuvres automatiques, mais qui n'en sont pas pour de vrai. Donc là, des objets techniques, il a fallu décomposer. Et derrière ça, je pense qu'il y a quand même une volonté d'aller justement un peu plus vers une forme de transparence. Qu'il s'agisse de la création artistique, on baigne très vite dans l'anthropomorphisme. On a envie finalement de voir le robot créateur, de voir cette production automatique qui serait finalement l'équivalent transposé sous forme technique de l'humain. Un alter ego, le cyborg, Westworld. Vous voyez ces machines comme ça qui sont exactement comme nous et peut-être des sur-nous. On parle souvent des capacités surhumaines de la machine, superhuman capacity, ils appellent ça. Pourquoi ? Parce que la machine est capable, son fiche, la machine à laver lave plus blanc que moi, Jean-Marc, c'est sûr. La voiture roule plus vite que Jean-Marc de marche. Et donc on ne s'en surprend pas. Et la machine à calculer, même sur votre téléphone ou tout, fonctionne bien plus vite que vous. On ne s'émeut pas de certaines choses, mais on s'émeut un peu de certains attributs qu'on imaginait jusqu'à présent encore nous appartenir. La créativité, l'intelligence quand il s'agit par exemple de la science. Ou de la capacité créative, par exemple, pour former de nouveaux objets techniques, des inventions. Or là, on voit que la machine, cet objet-là fantasmé, et j'ai horreur de ça, pour le coup, mais c'est ce qu'on nous vend, d'accord ? En réalité, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la machine, c'est ça. La machine, c'est 4 lignes de code, pas plus que 4. Je fais une parenthèse, je donne des cours à des juges, je donne des cours d'algorithmique à des juges. Des juges qui n'ont jamais codé de leur vie ont fini par coder ensemble. Produire donc des juges qui sont à la cour au tribunal de grande instance, à la cour de cassation, qui ont 60 ans. Et c'est tellement facile de le faire, une fois qu'on a passé le cap de l'appréhension un peu du mode panique, c'est des maths, c'est de l'informatique, je vais rien comprendre, on fait tout ça. Tout à coup, on s'aperçoit qu'en fait, c'est enfantin. Et c'est pour ça que finalement, on en parle aujourd'hui de cette IA. C'est pas tant parce que c'est un objet magique, extraordinaire, avec des capacités de calcul complètement démultipliées, c'est parce que c'est facile. C'est facile à mettre en œuvre et que tout le monde le fait. Et donc il y a une sorte d'explosion cambrienne, là, comme ça,
d'explosion combinatoire, des tentatives d'expression de ces modèles, de ces codes, qui permet de produire tout plein d'objets et de tenter le coup, à moindre coût, justement, parce que c'est facile à faire. Donc des enfants peuvent le faire, des juges peuvent le faire, vous pouvez le faire, moi je le fais donc aussi, avec, donc si des juges le font, si les avocats le font, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, pour le coup, il n'y a pas de souci. Là, c'est la barre est mise très très bas. Mais en fait, voilà, au-delà de cette imagerie complètement... ces images d'Épinal de l'IA avec ces robots humanoïdes, ces cyborgs, etc. La vraie intelligence artificielle, et pour de vrai, je ne vous mens pas, c'est ça. Vous voyez, le modèle, c'est ça, en fait. C'est ça la vraie IA. C'est qu'en fait, quand on vous dit l'IA est auteur, l'IA est inventeur, l'IA est scientifique. En fait, on vous parle de ça. Ces séries de paramètres qui sont là. Alors, il y en a plus que là. Là, c'est un petit modèle. Mais en gros, c'est la même idée. Donc vous mettez à plat, quelque part, cette représentation complètement idéalisée d'une machine qui viendrait être finalement une sorte d'extension de nous-mêmes, sous forme y compris comme ça symbolique, là, le cyborg, vers quelque chose qui est complètement une forme machinale, prosaïque, simple, des paramètres. Voilà. Donc c'est ça. Donc on est loin en fait de cette représentation d'une intelligence artificielle qui viendrait prendre le pas sur notre vie, là, ces formes qu'on appelle General Artificial Intelligence, donc les intelligences artificielles généralisées, qui sauraient faire tout ce qu'on fait et mieux. On est donc dans un registre où l'intelligence artificielle, ces algorithmes, si vous voulez, pour ne pas parler toujours d'intelligence artificielle, le mot est très suspect, je pense, ces algorithmes font, sous forme d'outils, des choses qu'on leur demande de faire. Alors ça peut les faire très bien, ça peut nous surprendre, mais il ne faut pas toujours s'émouvoir de ces nouvelles capacités, c'est simplement qu'il y a un caractère nouveau. Quand on a pour la première fois produit la photographie, ça a ému les artistes, parce qu'on a dit c'est la fin de la peinture. La lithographie, ça a été pareil. Vous voyez, il y a tout un tas de techniques qui ont ému l'artiste, et aujourd'hui encore, quand on a parlé il y a quelques années des mash-ups, des remixes pour les musiciens, c'était la même panique. Vous voyez, tout à coup, c'est la fin de l'artiste. Bah, je suis désolé, les artistes, ils existent, les musiciens continuent de faire leur business, il n'y a pas de problème. Ça va changer. Par contre, ça nous donne une nouvelle palette de créativité, une nouvelle forme de création, et peut-être que ça met en balance, enfin, ça redéfinit le périmètre de ces marchés de l'art dans lesquels ces objets se produisent. Donc, moi, je le vois plutôt comme une sorte de création augmentée. Il y a des travaux qui essaient d'explorer un petit peu si effectivement c'est le cas. Ça vaut ce que ça vaut. L'image, je vous l'ai produite tout à l'heure, effectivement, dans laquelle on voyait beaucoup plus cette sorte de vision décomposée de la création, mais du coup augmentée aussi, parce qu'on vous donne la possibilité, que ce soit dans le régime là, ici de la création technique, mais remplacer les petites molécules par de la musique ou n'importe quoi, c'est pareil. C'est d'autres axes dans lesquels vous pouvez investir vos choix libres et créatifs, et donc du coup votre originalité. Mais un truc aussi que je trouve intéressant de souligner, c'est une forme donc de parallèle entre ce modèle génératif qui va fonctionner donc pour un objet à caractère technique ou scientifique, et le même modèle génératif qui va être utilisé pour fabriquer une œuvre à caractère artistique. Et ça m'intrigue beaucoup. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé un petit peu de ma trajectoire hybride. Personnellement, quand je dessine, j'ai un peu le même sentiment intérieur que quand j'imagine des objets un peu plus abstraits, techniques, on va dire. Je n'ai jamais perçu exactement où se placer la différence entre l'un et l'autre. Voyez ? Or, je crois que alors que la société nous a bien placés dans des silos complètement différents. Si vous êtes bon en maths, vous êtes au pinacle de l'élite technocrate en France, par exemple. Si vous êtes bon en dessin, on s'en fiche, en général. Enfin, vous voyez, à moins d'être l'élite des dessinateurs. Vous voyez, la société ne perçoit pas du tout ces modes de création de la même manière. Elle les ordonne, elle les catégorise, elle les met dans des facultés différentes. Donc vous n'êtes pas mélangé entre mathématiciens et spécialistes du marché de l'art ou de l'art, etc. Donc on nous sépare. Or là, ce que nous dit la machine, d'un certain côté, c'est peut-être que c'est une erreur fondamentale. C'est que puisque le modèle, finalement, qui est à l'origine de ces deux objets, ces deux artefacts, qui sont des formes de création l'un et l'autre, qu'on a considéré relativement récemment comme justifiant une séparation de principe, c'est depuis les Lumières, finalement, que ça existe, cette séparation, eh bien, il faudrait croire qu'il y a une vérité. Or, la machine nous dit, peut-être que c'est pas si clair que ça, parce que finalement, regardez, exactement les mêmes modèles, à peu de choses près, si vous leur donnez à manger de l'art, ils vont faire de l'art. Si vous leur donnez à manger des molécules, ils vont faire des molécules.
Et l'expérience de Meta, là, ce truc de Facebook, pourtant moi je suis pas fan, hein, Facebook c'est pas mon truc, mais c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un modèle de langage, c'est-à-dire un modèle qui produit du langage, un peu comme ces chats, ces générateurs de texte, vous voyez, dont on a parlé tout à l'heure avec Audrey, là, c'est qu'ils vont faire des articles journalistiques par exemple, ce genre de truc qui marche très bien, et au lieu de mettre des mots de l'alphabet, des lettres de l'alphabet ou des mots du vocabulaire commun, ils ont mis les éléments des acides aminés, les 20 acides aminés, et les protéines qu'ils forment. Donc toutes les protéines, c'était le langage dans lequel s'exprime la nature, la biologie, plutôt que le texte de Shakespeare ou de Dostoïevski. Et à partir de là, en mélangeant la sauce, ils produisent quelque part une représentation sous forme de ces modèles, soit du texte de Dostoïevski ou de la littérature, soit quelque part de la biologie et des protéines. Mais à l'intérieur, c'est le même processus de captation de l'information. Et quelque part, nous, on n'a qu'une tête. Moi, j'ai pas 3 cerveaux, avec un cerveau d'un côté, c'est les maths, et de l'autre côté, c'est l'expression artistique, et au milieu, c'est le langage. Ben oui, il y a des localisations un petit peu, mais il y a énormément aussi de passerelles entre ces formes, finalement, d'expression. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que, d'une certaine idée, ça nous ramène en arrière, ça nous ramène au XVIIe siècle, ou au XVIe siècle, ou au XVe siècle, où finalement, l'artiste, c'était aussi bien un artisan qu'un ingénieur, qu'un créateur de formes, en général. Bon, on a pris Da Vinci avec l'exemple, vous voyez, ce prompt qu'on a utilisé tout à l'heure que j'ai utilisé, donc que j'ai recopié, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, lui. Donc la création Da Vinci, Da Vinci, vous savez que c'est un ingénieur aussi bien qu'un technicien, qu'un créateur de peinture, comme peintre ou autre. Donc, et Vermeer, d'ailleurs, aussi, si vous regardez les textes anciens, il fabrique, il laisse dans le sol les plaques de bois qu'il va laisser sécher pendant des années, il fabrique sa peinture, enfin, il y avait toute une technologie autour de la production artistique dans des formes plus classiques, qui aujourd'hui peut-être est moins importante, mais en fait elle est là essentiellement. Donc cette dichotomie, cette séparation de principe entre l'artiste, je dirais, qui se saisit simplement aujourd'hui de formes conceptuelles, peut-être, très bien, mais pas que, et le technicien qui ne vivrait que dans l'objet fonctionnel, départi justement de cette qualité esthétique, je pense que c'est simplement en fait un choix arbitraire, social, qu'on peut réinterroger aujourd'hui, justement, à l'aune de ces nouveaux objets techniques. Donc voilà, ça c'était une petite pirouette, mais qui me semblait intéressante de vous dire pour terminer cette présentation. Voilà, je vous remercie. Jean-Marc Deltan, merci infiniment. Déjà, je trouve ça merveilleux de clore ce cycle de la première année de cette relation entre la Sorbonne et puis l'IHEST. C'est formidable de terminer par votre conférence, parce qu'elle est passionnante, elle ouvre aussi tous les champs qui sont aujourd'hui ceux largement explorés par les étudiants que vous avez en face de vous. Je pense que c'est vraiment non seulement utile, mais aussi cela permet de cadrer les choses par rapport à différents paradigmes, mais également ouvrir le champ d'interprétation de ce que l'on fait nous-mêmes en tant qu'artiste. L'art est aujourd'hui évidemment limité d'un certain point de vue, mais il peut être également, et je crois que c'est tout le message qu'on transmet aux étudiants en art aussi aujourd'hui, il peut être illimité, donc il n'y a pas de limitation possible, même s'il y a une modélisation possible. Et donc cette modélisation est très intéressante, je trouve qu'elle est même d'ailleurs assez intrigante. Moi-même j'ai eu récemment des discussions avec l'IA à travers des textes un peu complexes que je produis. Et j'avoue qu'en face de moi, j'avais une personnalité quelque part qui me renvoyait dans un style que je souhaitais des éléments qui m'ont nourri. Parallèlement, cette IA me disait à certains moments veuillez m'excuser, mais ce que vous me demandez là va au-delà de mes compétences. Et donc il y avait, à un moment donné de la conversation, une limitation de 4 à 5 lignes qui reprenait toujours la même formulation. Au bout d'un moment, je ne sais pas quelles sont les machines qui tournent à ce moment-là, mais il y a un moment de rupture en fait. Et moi j'aime assez l'idée que finalement, c'est comme une partie d'échec, finalement, on ait la possibilité d'une erreur ou d'une rupture possible dans l'IA, ce qui la rend encore plus sympathique. Absolument.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des exemples de discussions aussi ou Alors oui, justement, ces outils génératifs dont je parlais tout à l'heure. Oui, celui-ci, mais effectivement celui que vous avez utilisé, ce que tu as utilisé aussi autour de la génération de texte. J'ai joué le jeu en fait. Moi aussi, j'ai essayé de voir jusqu'où je pouvais aller avec cet objet-là, jusqu'où il pouvait me surprendre finalement en lui posant des questions dont je connaissais les réponses et d'autres pour lesquelles je ne connaissais pas les réponses. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train de lui demander c'est quoi le sens de la vie. Ça, c'est ok, ça, c'est un peu, j'entends rien de ça. Mais sur des questions très, très pratiques, finalement, on voit, et ça, je trouve ça intéressant de voir les craquelures, en fait, dans cette texture qu'on imagine monolithique. Vous voyez, dans le film de 2001, l'Odyssée de l'espace, vous avez cette sorte de monolithe noir. Un petit peu, c'est comme ça qu'on visualise autrement, pas forcément avec la forme expressive du cyborg anthropomorphique. Aussi, cet objet IA, on y voit une sorte de densité, en fait, de sens au-delà de nous-mêmes. On lui donne des qualités qui nous échappent. Une rationalité absolue, par exemple, mais aussi un sentiment d'omniscience. Il connaît tout Wikipédia, allez, par exemple, et que moi, je ne connais pas. Donc voilà, donc on lui attribue cette sorte d'espace de connaissance, et c'est très intéressant de voir justement comment l'erreur dans l'IA, comme l'erreur dans la production artistique, est souvent le point de départ. Enfin, j'avais un diagramme autour de ça, enfin, c'est une forme un peu de forme circulaire de la création, dans lequel finalement l'artiste, la technique, le piano ici, je reprends les icônes qui me disponibles, et l'objet qui est produit, finalement, sont dans une sorte de circularité permanente, de dialectique, on dirait, et qui en miroir, quelque part, s'interroge. Entre les deux, si on met le rouage, là c'est le côté de droite de l'algorithme, avec des données autour de ça, il y a un peu le même protocole, il y a un peu le même échange, peut-être avec d'autres richesses, d'autres mouvements en fait, d'interprétation et d'autres phases dialectiques qui viennent interroger à la fois les données, le modèle, comme on l'a vu, et les résultats. Le R, c'est les résultats du modèle, mais il y a quelque part la même schématique qui s'exerce. Donc on est toujours un petit peu... Mais là c'est intéressant, c'est que le coup de peinture, la note qui glisse, enfin le doigt qui glisse sur la corde et qui fait quelque chose qu'on n'avait pas du tout appréhendé, c'est là où ça se passe. C'est là où on interroge le monde au-delà de la sphère de connaissance bien cristallisée, où on est confortable. Le loukoum de notre connaissance, quelque part, où on a envie de rester, mais quelque part c'est l'erreur qui nous force à voir ailleurs, qui nous force à envisager justement le périmètre cognitif de là où ça devient intéressant. Et c'est pareil, c'est ce qui se passe aussi avec les algorithmes. L'erreur qui naît dans l'algorithme, ce moment où ça dévie, où la catastrophe naît, où simplement ça glisse, c'est là où ça devient marrant, et je pense que ça peut être du coup un vrai marchepied pour la créativité. Oui. Alors, pour simplement vous expliquer ce qui va suivre, donc je l'ai déjà... j'ai déjà informé Jean-Marc justement de cela, il va y avoir le vernissage de Vladimir Skoda. Et Vladimir Skoda, c'est un grand sculpteur tchèque qui travaille sur une dimension métaphysique de la matière et qui la considère autant du dehors que du dedans. Et je pense que là, alors c'est paradoxal, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en connivence éventuellement. Donc je vais anticiper votre sortie en allant moi-même positionner certains éléments pour l'accueil de l'ambassadeur de Tchéquie, de la présidente de l'université et puis de l'artiste Vladimir Skoda, mais continuer à discuter pendant encore peut-être un quart d'heure je crois, et retrouvez-nous après au niveau de la cour d'honneur, parce que c'est là où d'abord il y a la sculpture de Skoda, et ensuite au niveau de Sorbonne Art Gallery où il y aura l'inauguration. Et vraiment, j'espère qu'on aura l'occasion, on va reprendre nos discussions après, mais déjà reste un peu avec nous, parce que ça sera vraiment aussi une occasion, que les auditrices également puissent rester avec nous, qui sont venues de l'IHST. Ça, je serai vraiment heureux, parce que ça nous fera découvrir aussi une autre dimension de ce centre universitaire. Et aussi peut-être donc de discuter avec les artistes qui seront présents. Notamment, il y a des jeunes artistes qui sont présents ici, mais il y aura aussi toute une génération
de Vladimir Skoda qui lui a 80 ans. Donc c'est assez étonnant, c'est vraiment intergénérationnel ce que vous allez découvrir après cette conférence. Vraiment, je te remercie sincèrement. Je suis très intéressé par tout cela et je pense même que ça peut ouvrir de nouveaux séminaires pour l'an prochain. En Master 2, moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse en discuter parce que c'est l'avenir. Et aujourd'hui, alors d'ailleurs je sors d'une réunion d'HERS, comme tu es tout au courant, voilà. On nous demande de travailler sur le numérique. Alors si on me demande de travailler sur le numérique, moi c'est dans ces champs-là que j'ai envie d'aller, plutôt que de travailler sur, je dirais, uniquement la transformation de l'image ou la transformation du son. Je pense que, voilà, et alors on avait reçu récemment un artiste, mais je pense que mes étudiants en parleront aussi, qui est très proche de cette logique. Et vous lui en parlerez un peu tout à l'heure, hein. Je pense que c'est... Je vais descendre de mon piédestal, d'accord? Comme ça, on sera un peu plus à l'aise. Je me sens un peu le grand prêtre. Le mouvement. Donc merci Yann, et on se retrouve après, du coup. Tout de suite. D'accord. Allez-y. Donc si vous avez des questions, si ça évoque quelque chose, je suis assez curieux aussi de savoir si ça vous parle ou pas, en fait, ces histoires. Si c'est complètement nouveau, ou si c'est de la répète à mort, enfin, il faut me le dire aussi, parce que c'est la première fois que je parle à ce public-là. Donc c'est aussi nouveau pour moi, et j'ai pas trop cette expérience. Donc c'est intéressant d'avoir votre retour, si jamais ça vous dit. Est-ce que ça vous évoque des choses, ou vous avez déjà vu tout ça 10 fois? C'est très intéressant parce qu'en fait, toute l'imagerie du cyborg, cette machine contrôlée qui est à la fois l'esclave. Hein. D'ailleurs, le mot, vous savez, robota, robot, ça vient d'une œuvre tchèque, justement, d'ailleurs. Donc, le robota, c'est le cerf, en fait, je crois, je parle pas russe, mais c'est ce que j'ai entendu dire, ou une forme d'esclave, donc, si vous voulez. Donc, c'est la première fois où on pense cet objet technique, une machine, finalement, qui, représentée sous forme d'humanoïde, travaille pour nous. Donc il y a cette sorte effectivement de rapport de presque quelque part de classe, je dirais, pas forcément d'une forme de distanciation autant que les classes au sens de classe sociale sont distanciées les unes des autres, parce qu'on met d'une forme de rapport de force dans ce cas-là. Donc il y a quelque chose qui nous sert, et les lois d'Asimov évoquent aussi directement ça. Hein, c'est le rapport de l'outil au service de l'humain, avec les premières lois, vous savez, tu ne tueras point, finalement, c'est un peu ça. Donc, et tu te préserveras aussi, il y a une fonction d'autonomie de la machine qui est instillée dans la 3e loi, je crois. Enfin, bref, je ne me souviens plus exactement de l'ordre, j'ai écrit un papier dessus, mais je me souviens plus. Donc, il y a véritablement, effectivement, une relation de distance, mais je trouve qu'elle s'opère pas forcément nécessairement... simplement au travers de la forme, l'humanoïde, ce côté un petit peu reflet de l'humain, c'est par facilité, je crois d'une certaine manière, qu'on le projette dans cet espace-là, mais peut-être dans un rapport utilitaire. C'est-à-dire que l'objet est peut-être un rapport aussi au sens d'asymétrie de pouvoir. C'est-à-dire que l'objet nous sert, nous. Et c'est aussi comme ça, quelque part, qu'on est un peu pris, parfois, quelquefois dans des errements conceptuels qui nous détournent peut-être des vrais problèmes tangibles dans lesquels on est pris, notamment à travers cette histoire de personnalité des machines, parce qu'on est tellement pris dans un rapport de culpabilité parfois par rapport à cet exercice assez utilitaire, hein, l'emploi de ces machines à notre service, qu'on aimerait leur accorder aussi des droits parce qu'elles font des choses qui nous ressemblent. Donc on a une sorte de rapport un petit peu incertain sur comment qualifier cet objet. Est-il si objet que ça, dans la mesure où il arrive à faire à peu près tout ce qu'on fait maintenant, mais de manière très sélective, hein. Ou bien, et du coup, faudrait-il lui donner des droits à cet objet, et lesquels, ou bien faut-il le considérer simplement comme je fais là, hein, aujourd'hui, de manière très technique, comme un outil au service d'eux. On ne contrôle pas tout, mais moi je ne contrôle pas le moteur, je n'ai pas de voiture, enfin, j'imagine que si j'avais une voiture, je ne contrôle pas exactement ce qui se passe dans le moteur de ma voiture. Je ne suis pas capable de savoir ce qui se passe. Donc on est tout le temps en train de déléguer des attributs. Mais en même temps, il y a cette fonction de rapport de force dans laquelle, à mon avis, on a inscrit
le robot, très souvent, et le robot parfois, comme la créature de Frankenstein, se rebelle. On le crée à notre image, donc là c'est le côté un petit peu, comment dire, le dieu qui crée à l'image sa créature, mais en même temps la créature se rebelle, et du coup nous oblige à nous interroger sur cet objet-là. Mais on est dans un rapport, toujours dans cette tension un peu utilitaire, je trouve, avec les objets. Donc après, dans la forme, dans le fait qu'on les ait anthropomorphisés, je ne sais pas si c'est pas l'expression de cette pareidolie, une manière de penser l'autre toujours à notre image. On est coincé dans notre représentation interne et on est tout le temps en train d'apposer. On le fait culturellement parce qu'on est pris dans notre terrain, en fait, dans notre sorte de référentiel culturel, mais aussi dans l'imagerie interne de ce qu'est l'intelligence. On va le mettre sur cette forme-là, on ne va pas le mettre sur un octopus, ou comment dire, sur une pieuvre, par exemple, je sais pas, c'est intelligent une pieuvre, ou sur une entité, une boîte, par exemple. Sauf quand on s'appelle Kubrick et qui fait quelque chose d'un peu plus symbolique. Mais voilà. Donc c'est une vraie question, et je pense que toute la littérature scientifique est extrêmement riche de prospective, en fait, c'est surprenant. Là, par exemple, sur le métaverse dont on nous fatigue à la tête aussi, en fait, c'est une nouvelle, c'est un roman de Neal Stephenson, je ne sais pas si vous savez, qui s'appelle Snow Crash en anglais, Samouraï virtuel, je crois, un truc comme ça en français. Et donc le mot métavers, c'est lui qui l'a inventé, et ce roman est pas mal de science-fiction, justement parce qu'il anticipe une Amérique, donc c'est écrit, je crois, je ne sais plus si c'est au début des années 90 ou fin des années 80, un peu le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec des polarités très fortes, des réseaux sociaux, enfin des choses qui n'existaient pas à l'époque, mais ils anticipaient. Du coup, on devrait plutôt voir cette forme d'intelligence, cette forme d'outil, cet outil, comme l'extension de la sécurité et une banque d'informations, et non comme un adversaire à notre intellect. Alors, il y a ça, en fait, on peut le voir véritablement comme ça. D'un point de vue très technique, il y a des gens vraiment même qui l'interprètent exactement comme vous le faites. C'est-à-dire dans le sens où ça ne serait pas plus que la captation d'éléments déjà présents dans un grand corpus littéraire, de textes textuels, par exemple l'Internet, ou les images. Et la machine, cette machine avec tous ses paramètres, puisqu'il y en a des centaines de milliards, c'est énorme, en fait c'est incroyable de capacité de mémoire presque, peut se permettre justement de simplement intégrer en elle tous ces morceaux de savoir et de nous les redonner un peu comme un moteur de recherche. Quand vous posez la question à Google, nous donne de l'information. Il y a ça d'un côté, mais il y a aussi une sorte de capacité, qu'on dirait, d'interpolation, d'arriver à faire des passerelles dans des espaces du savoir qui ne sont pas encore complètement explorés, mais qui ne sont pas très très loin de ce qui existe déjà, vous voyez, mais qu'on n'a pas encore complètement investi. Donc là, ça va un tout petit peu plus loin de la collection encyclopédique. C'est un outil qui va justement permettre de créer des sortes de liens, des trajectoires entre des objets qui existent et d'interpoler, c'est un terme mathématique, mais en gros, faire des sauts et de nous permettre de voir ce qu'il y a entre les deux. Cet entre-deux, finalement, des concepts qu'on n'a pas encore complètement saisis. Peut-être que la machine peut nous le produire à travers ses formes, ses espaces musicaux. C'est pas radicalement nouveau. C'est quelquefois entre Rachmaninoff et Bach, ou entre Rachmaninoff, Bach et les Ramones. Enfin, je sais pas, vous choisissez les musiques que vous voulez. Et quelque part, et voilà, alors c'est rigolo parce que personne n'a mélangé tout ça, en fait. Donc c'est là aussi où ça peut être un mode d'expression absolument assez radical et surprenant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui se passe dans un terrain, une sorte de surface des modes expressifs qui préexistent. Donc on ne lui demande pas d'être complètement un créateur absolu d'une forme qui n'aurait jamais été pensée par l'humain. Et peut-être, si on fait la philosophie, on pourrait se demander si on la comprendrait en tant que forme, si elle était si orthogonale à l'espace des préconceptions, à ces choses qu'on a envie d'appréhender comme une forme artistique ou une forme de solution technique, par exemple. Si c'est complètement radicalement nouveau, on va dire il est fou, on va dire la machine est folle. Et je pense qu'on pourrait dire la machine, c'est du bruit qui sort de cet objet-là. Vous voyez, c'est Wittgenstein qui disait, c'est un truc hyper bateau, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il voulait dire, mais Wittgenstein, le philosophe, il disait, si le lion parlait, on ne le comprendrait pas. Je paraphrase à peu près, mais c'est un peu ça. Je veux dire, les dauphins, ils parlent, les baleines, elles ont un langage compliqué, on le voit, qu'il y a des grosses structures, mais on n'arrive pas à s'en saisir, parce que pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la même expérience du monde que la baleine, le dauphin, le lion. Donc ces modes expressifs, quelque part, ils nous sont étrangers. Et c'est pas qu'on ne saisit pas que quelque chose s'y passe, mais qu'on n'est pas capable complètement de les identifier en tant qu'objet qui ait du sens pour nous, qu'on puisse projeter dans l'espace de sens. Donc il y a une distance. Et l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle est
Elle n'est pas anthropomorphique dans le sens, mais elle est fabriquée par nous, pour nous. C'est nous qui d'abord, la contrôlons, on la fabrique, pour une intention donnée. Je veux que tu fabriques de la musique. Ça dit déjà complètement ce que tu vas faire. Et quelque part, si tu lui dis je veux que tu fabriques de la musique, tu vas lui donner tu vas lui fixer les conditions dans lesquelles elle va pouvoir s'exprimer dans cet ordre-là, celui de l'expression musicale. Et tu vas le faire aussi en mettant des objets d'apprentissage, des pièces musicales que tu as, toi, choisies. Donc en fait, on est tout le temps dans cette idée, finalement, du contrôle. Il n'y a pas trop de lâcher-prise dans la construction de ces modèles algorithmiques, ni dans leur production. On s'en émeut parce que je pense qu'ils ont une qualité de texture réaliste qui nous surprend. Mais ça va très vite passer. Ça, je pense que d'ici très rapidement, on va passer le cap de cette surprise, puisqu'on s'y habitue très vite. Vous voyez, en quelques mois, les gens, ça banalise. Les photos de This Person Does Not Exist, ça a duré... la première fois que vous voyez, vous êtes ému, enfin vous êtes étonné. La deuxième fois, c'est banal. La première fois on disait le mot algorithme, il y a des 7-8 ans que je faisais conférence, j'utilise le mot algorithme devant des juristes, par exemple. Ils faisaient des yeux comme ça, ils disaient qu'est-ce qu'il dit, ils ne comprennent pas, ils rigolaient entre eux, ils se ratatinaient comme ça. Et maintenant, ils disent algorithme, ah oui, évidemment. Ou réseau de neurones, ou je dis des trucs un peu plus compliqués, il me semble qu'ils trouvent ça complètement banal. Donc on banalise très très vite. Et je pense que dans le domaine de la création artistique, ça va être du même ordre aussi. Mais par contre, il serait possible de l'utiliser comme une sorte d'outil exploratoire pour aller piquer ou dans des combinaisons, dans des morceaux de cet espace dans lequel les créations existent en tant que créations reconnaissables, disons, là où on n'est pas encore allé explorer. Donc on pourrait dire, projette-toi dans cet espace que moi je n'ai pas su encore investir pour me dire ce qui s'y passe. Et renvoie-moi une image, un son, qui émane finalement de cette région que je n'ai pas encore su explorer. Voilà. Donc c'est une forme de dialectique, c'est une forme de dialogue, pas forcément toujours adversaire, enfin je n'ai pas saisi si le mot adversaire était conflictuel, mais plutôt peut-être de la curiosité. Hein, on vient interroger cet objet-là. Je vois que là, ça peut avoir un intérêt. Il y avait une question derrière, je ne suis pas sûr où vous posiez. Je vais reprendre à vous après, voilà, dans cet ordre-là, parce qu'il a posé. Mais après, je vais. Ouais. Alors là, c'est plus l'oracle, c'est la pitié, hein, c'est nous dit l'avenir, la machine. Mais pourquoi pas, en fait, d'une certaine manière, je pense s'il y avait des tendances fortes dans l'évolution, alors je ne sais pas si c'est la société ou c'est des sous-domaines de la société dont vous parlez, là, on pourrait imaginer essayer de capter ces corrélations. Mais en fait, il ne faut pas trop en dire. La machine, ce qu'elle va faire, vous savez, c'est qu'elle va être la plus bête possible. Ce qu'elle fait, cette machine, c'est qu'elle reproduit le passé. Vous voyez, parce qu'en fait, on lui donne des données qui sont l'émanation du passé. Hein. On n'est pas en train de lui... On lui dit, prends le passé, essaye de produire quelque chose qui ressemble à ce que je t'ai donné. Donc si tu lui dis, voilà, les cours de la bourse, c'est l'histoire de... ou les cours le foot, par exemple, j'ai vu un modèle fait par Oxford qui a complètement fait n'importe quoi pour les matchs de foot de la Coupe du Monde. Donc c'est une super équipe, ils sont super intelligents, mais enfin, ils n'ont rien, ça ne marche pas du tout. C'est trop compliqué. Le monde est plus compliqué, il ne se réduit pas à cet espace paramétrique. Mais on pourrait imaginer que dans certains cas très, très limités, on arrive à anticiper. Les gens qui font des modèles en sciences, par exemple, font ça, des modèles prédictifs dans le domaine, par exemple, des espaces très non linéaires comme le climat. On arrive à utiliser ces outils-là pour anticiper peut-être certaines trajectoires et pourquoi pas remplacer d'autres types d'équations qu'on utilisait par ailleurs. Mais dans la société, c'est trop compliqué. Il y a trop de mécanismes de rétroaction non linéaire. Le monde est assez chaotique. On n'arrive pas encore, je pense, à l'encapsuler. Si on pouvait dire, voilà, je sais pas, les tendances artistiques des 10 prochaines années, Spotify s'y emploie, par exemple. Vous voyez, François Pachet que j'évoquais là, il bossait chez Sony Research, il fait de la recherche. Maintenant, il bosse chez Spotify, et quelque part, c'est aussi dans l'idée peut-être de capter les tendances musicales pour peut-être produire des nouvelles pièces musicales à la manière de ce que sera probablement demain, selon la machine, la mode imaginée. Voyez. Donc on ne sait pas, en fait. Hein, je pense que c'est un exercice, mais dans ces domaines très réduits, peut-être on peut essayer. Globalement, non. Je pense que globalement, il faut rester modeste. Ouais.
Alors des nouvelles formes de société, je pouvais tester en fait, vous pouvez tester ce que serait finalement cette société idéale, par exemple, dans laquelle je sais pas, idéal ou pas, mais enfin imaginez, comme les Sims, vous voyez, c'est plutôt des métavers, vous mettez des agents, des acteurs, vous bidouillez à la marge sur leur comportement collectif et vous regardez ce qui se passe, est-ce qu'ils se tapent dessus, est-ce qu'ils survivent, etc. On peut imaginer faire des choses comme ça. C'est pas forcément c'est une forme peut-être d'intelligence collective, d'intelligence artificielle qui vient agréger cette intelligence collective sous forme algorithmique, et on peut tenter le coup d'essayer d'explorer finalement quelles seraient les options les plus dans lesquelles on survit, par exemple, les plus viables, peut-être, ouais. Mais je pense qu'il faudrait être très 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 prudent dans l'interprétation de ces résultats et pas faire de la machine non pas simplement l'oracle, la pitié, mais l'autocrate, hein, là, celui qui viendrait de dicter finalement la manière de vivre en société. Il faut rester, je pense que la machine n'a pas de sens commun, donc il va lui échapper tout ce que vous n'êtes pas capable de lui mettre dedans, d'accord ? Toutes les règles qui font qu'on est capable d'avoir un tout petit peu d'empathie, de sortir de ce régime de normatif hyper réglé, justement du régime de droit, hein, en fait, simplement dans la règle qui s'exerce entre nous. Là, peut-être qu'on peut en codifier une toute petite partie, mais même le droit, c'est très flou, donc la machine ne capterait qu'un figment, enfin qu'un élément peut-être pas essentiel d'ailleurs de ces règles-là. Je ne pense pas que cette machine serait capable d'anticiper de manière très, très utile, peut-être, des modes de vie en société dans lesquels nous, on pourrait essayer de nous imaginer vivre. Il y avait une question aussi devant ? Ouais, moi je demandais cette image qui a été produite par une intelligence artificielle et réutilisée par un artiste pour un concours qu'il a gagné. Je me demandais, d'un point de vue juridique, à qui elle appartient cette image, étant donné que c'est pas vraiment l'artiste qui l'a produite, mais l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle appartient à la personne qui a codé l'intelligence artificielle ou est-ce qu'elle appartient à l'artiste qui l'a modifiée Ouais. Alors l'analyse de la titularité d'une œuvre, ça se fait au cas par cas par un juge qui va essayer de voir si vraiment il y a la trace d'une originalité. Donc la question, véritablement, le pivot de l'articulation de cette question-là, s'il y avait litige, hein, si par exemple, il y a quelqu'un qui dit vous avez contrefait mon œuvre, ça ressemble à des œuvres qui existent, ces trucs-là, mais il y a contrefaçon. Donc quelqu'un va attaquer les ayants droit des titulaires de cette œuvre première, vont attaquer celui-ci en lui disant attention, vous avez repris des éléments de mon œuvre, je suis pas d'accord. La réponse de cet artiste va dire non, je n'ai pas fait de contrefaçon parce que votre œuvre première n'est pas originale. Donc il y a toujours cette attaque de définition de l'originalité dans l'action en contrefaçon. Et la question de l'originalité, comment elle se manifeste ? Par ses choix libres et créatifs. S'il y a suffisamment d'impulsion de choix libres et créatifs, on va dire il y a la manifestation d'une originalité. Le fait qu'il ait utilisé Photoshop, Illustrator, InDesign ou OpenAI ou ce truc de Stable Diffusion, là ici, je ne sais plus c'est lequel, enfin une de ces machines, peu importe, si tant est qu'il ait manifesté suffisamment un minimum de choix libres et créatifs. Donc le fait qu'il y ait une machine dans le pipeline, une guitare, un triangle, des castagnettes, tout ce que vous voulez, ou un algorithme, ne change rien à la donne. Donc c'est ça, et très souvent dans la doctrine, dans la littérature juridique, les gens sont partis dans ces travers en pensant que parce qu'il y avait un algorithme qui produisait des choses, alors ça invalidait la possibilité même que l'artiste existe en tant que, dans sa capacité à exprimer à travers ce filtre, cette intermédiation algorithmique, ses propres traits, en fait, sa propre personnalité. C'est pas le cas. Vous voyez, parce que le gars d'ailleurs il le dit, il se défend dans le texte, bon c'est écrit petit en anglais, mais en gros il dit, moi j'ai fait plein de trucs, regardez, j'ai bidouillé, j'ai changé les paramètres, j'ai sélectionné, j'ai appliqué des filtres après avec d'autres outils. En fait, collectivement, il a... il faut partir. Ah, pardon. Ah, désolé. Ah, mais je suis désolé. Excusez-moi, fallait hurler. Donc merci à vous. Si vous avez des questions, on peut continuer.